Merci de votre patience. Désolé, on avait un petit problème technique. On va débuter. We're going to start the show. Sorry, we had a small technical issue, mais on est live maintenant. Merci à notre directeur de communication, M. Brunet. Merci beaucoup pour votre travail et tout le personnel en arrière qui nous aide. On a maintenant une résidente de NDG qui nous aide avec ça, donc on sait, on n'aura plus le problème. Merci. Donc, bienvenue. On va ouvrir la séance du 13 avril 2026. Bonsoir. Welcome. Yeah. Donc, on va passer à l'ouverture de la séance, le 10.01. Et merci. Maintenant, on va passer au 10.02, adopter l'ordre du jour du 13 mars 2026, le 13 avril 2026. Proposé par moi, adopté, appuyé par Mélanie. Commentaire? Non? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. 10.03, approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026. Ça, c'est la bonne, à 19h. Proposé par moi-même aussi, appuyé par ma collègue Mélanie. Est-ce qu'on a des commentaires? Non. On a bien lu les minutes. On sait tous et tous, c'est important de les faire. Le 10.04, on va passer au période de commentaires des membres du Conseil. On a 5 minutes chaque pour tout le monde ici pour faire notre introduction du mois. Et par tirage, on va commencer l'ordre avec Mélanie, Peter, Alex, Émilie et on va finir avec moi-même. Oh, oui, je m'excuse. Sur le 10.01, normalement, je fais une petite introduction. Normally, I introduce everybody. I'm still the interim acting mayor because our mayor gave birth at the end of last year, and she'll be back in June Borough Council because unfortunately you only get 18 weeks as a woman who gives birth in Quebec. That hasn't been adjusted yet, but you'll see later on we're trying to do our best to adjust things for everybody. Mon collègue à ma droite. Alexandre Théodorescu. Conseil de ville, district de Loyola. All right, Mélanie. Oui, Mélanie Tiagaraja, conseil de la ville du district d'Arlington. Émilie Brière, conseillère de la ville pour le district de Côte-des-Neiges. Peter McQueen, City Councilor for NDG. Thanks for coming. Merci d'être là. Je vais laisser notre directeur introduire ses services aussi. Oui, alors, Monsieur le maire suppléant, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, à ma droite, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire d'arrondissement, Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs, Monsieur Fimba Tankwano, directeur sport, loisirs, culture et développement social, Madame Chantal Hooper, directrice du service des travaux publics, et Monsieur Samir Admo, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité. Voilà. Merci, M. Plante. Et donc, à repasser à l'ordre du jour, on va être certain de donner le temps pour chacun de faire une introduction. Si on va à la limite, je vais leur dire, s'il vous plaît, 5 minutes. Et si on peut aussi avoir quelque chose sur l'écran pour que je puisse le suivre. Le 5 minutes. Sinon, je vais garder l'heure et... Parfait. On va commencer avec Mélanie encore, puis après Peter, Alex, Émilie, puis on va finir avec moi. Allez-y, Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. Good evening, everyone. Alors, avril est le mois de la Terre, un moment important pour réfléchir collectivement à notre relation à l'environnement et aux gestes concrets que nous pouvons poser ici dans notre arrondissement pour réduire notre empreinte écologique. One important area is food, and how we eat has a real impact on climate change, and many cities around the world are looking at ways to support more sustainable, plant-forward food systems. Dans cet esprit, notre arrondissement tient à souligner le travail de mobilisation mené par des organisations comme le Plant-Based Treaty, qui invite les collectivités locales à contribuer à la lutte contre les changements climatiques en encourageant les choix alimentaires plus durables. This approach is not about telling people what to eat, but about recognizing that increasing access to plant-based choices is one meaningful tool to protect the environment. For these reasons, the Borough of CDN NDG reaffirms as part of the Earth Month its support to promoting more plant-based diets as a lever to fight climate change and protect the environment.
Le mois d'avril est aussi un moment de célébration pour nombreux membres de notre communauté à l'occasion du Nouvel An Tamil, aussi appelé Putandu. Tamil New Year is a time of renewal, hope, and reflection, celebrated by Tamil communities in Montreal and around the world. It marks the beginning of a new year according to the Tamil calendar and is traditionally a moment to look ahead with optimism, gratitude, and a strong sense of community. Nous souhaitons souligner l'apport précieux de la communauté tamoule à la vie culturelle, sociale et économique de Côte-des-Neiges NDG, l'un des arrondissements les plus diversifiés à Montréal. On behalf of the Borough Council, we extend our warm wishes to everyone celebrating Tamil New Year and wish you a year filled with health, peace, and prosperity. Le dernier mois a été riche en rencontres et en moments marquants sur le terrain. I had the pleasure of discovering the new Bienvenue at NDG space at its opening. This important hub will strengthen how we welcome and support newcomers in Montreal's West End by offering more services, activities, and opportunities to connect with the community. Supporting initiatives like this helps build inclusive, welcoming, and resilient communities. J'ai également assisté au 40e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, un événement phare qui, depuis 1985, met en lumière des artistes et des organismes culturels qui se démarquent sur la scène montréalaise. Cette édition anniversaire a souligné les initiatives artistiques qui rassemblent les communautés et nourrissent les conversations essentielles. Je voudrais profiter de ce moment pour féliciter le grand gagnant du prix, appelé Mouvement Pas d'excuses, pas de limite, une troupe de danse qui transforme la différence en une force créative et inclusive. I also had the privilege of visiting Maison de soins palliatifs et Centre de jour Saint-Raphaël, an exceptional organization that provides free palliative care rooted in compassion, dignity, and humanity. This visit allowed me to meet Executive Director Marie-André Lefebvre and to learn more about their essential work within our community. J'aimerais aussi souligner la rencontre inspirante avec les écoles de l'école Simone Monet qui sont venues à l'Hôtel de Ville pour présenter leur maquette de quartier de rêve et signer le livre d'or, un moment dont nous pouvons tous être fiers. Finally, I visited the Oratoire Saint-Joseph to learn more about Phase 4 of the work currently underway, a major project for this iconic Montreal landmark and for our borough. Avant de conclure, je souhaite prendre un moment pour souligner que nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées de près ou de loin par le conflit au Moyen-Orient, notamment celles et ceux qui ont des proches, des amis et des membres de leur famille à l'étranger qui vivent cette situation avec inquiétude et douleur. To all the members of our CDN NDG community who are carrying the emotional weight of this conflict because loved ones are directly affected abroad, we want to express our solidarity. In these difficult moments, we reaffirm the importance of compassion, respect, and dialogue. Merci beaucoup. Thank you. Good evening, everybody. Before getting into the nitty-gritty of some of the issues you folks have come here for, I would like to stress there are many issues where everybody on this council is completely on the same page. For instance, today, the commemoration of the Holocaust, Yom HaShoah, I was there with Councillors Émilie Brière and Councillor Sonny Morose, and we all were, Sonny Morose spoke, and we all were there in testament and in support of never again and against hate and intolerance. Une deuxième place où je crois que notre conseil est assez unifié, c'est l'appui à l'héritage de Côte-des-Neiges NDG, l'histoire. Alors, vous savez que c'est le 150e de Notre-Dame-de-Grâce, c'est commémoré cette année. Et la Société historique de Notre-Dame-de-Grâce planifie des événements. Ils ont eu leur premier hier. Il y avait une foule de plus que 50 personnes à la bibliothèque Botrel. Et je sais qu'ils font des applications pour avoir plus d'événements plus tard à l'automne. Et je crois que c'est des gens très bien placés pour représenter la culture et l'histoire de Notre-Dame-de-Grâce. Thirdly, I want to do a shout out to the NDG Community Council in the hall. Hala and Julie, thank you for coming tonight. I see you have a question. Dans
Notre conseil, ensemble, on fait une motion en appui aux communautaires au bout. Alors, je sais qu'à Notre-Dame-de-Grâce, il y a eu un défilé qui a mené ses propositions, ses revendications à notre député provincial. Alors, nous autres, en appui, le conseil, nous passons une motion, une déclaration ce soir. Fourth, it's not in my district, so it's not that I want to intrude, but I'm happy about the work on the Loyola Chalet, that a project for the community groups in Loyola is going forward. We're voting it tonight, so I certainly give my support to all our colleagues here. Hopefully it will be a unanimous vote. Now for the nitty-gritty. Obviously, many of you have come here tonight about the Sherbrooke parking meters, and I am eager and waiting to hear your questions and your concerns in precisely the way you want to voice them. I'm in a position where what I'm going to do now is je vais poser des questions en anglais. Je vais donner des questions en anglais maintenant, mais ils vont être en français quand vient la période des questions des conseillers. Alors, vous pouvez peut-être commencer à penser à vos réponses. Alors, so I'm going to ask the following 3 questions when I get my questions after you guys. So one of the problems I've got is that the first question is, can this project be delayed, or can parts of it be delayed? Can everything west of Djerward be delayed? And when I say delayed, I mean, for the foreseeable future, far into the future. Can the transversal streets, the parallel streets, can that be delayed? Can that be stopped? So that, I think, is certainly a question the public is very concerned about. 2 other questions are a little further. The problem I've got is, of course, I don't know if it's going to be delayed, and if it's not delayed, I have to start right now the debate about some other aspects of the thing. So 2 questions I'm going to have for our services later. 1, do they have a plan for electric charging stations? I mean, I know a lot of people in NDG do want electric charging stations. I get requests all the time. So if we're putting this many parking meters, it seems to me there should be a plan for electric parking meters too. So I'd like to know if that is in the works. And thirdly, really looking far ahead too, in the plateau, there are places where they put parking meters, but the people with residential vignettes, S3R, as we call them in the bureaucracy, are allowed to park when they buy their annual parking vignette. They then get to park in the parking meters. Obviously, they would not be allowed to park on Sherbrooke when there's the bus lane. There's still other rules in effect, but certainly on the transversal street. So again, that is a question we need to look at moving forward into the future. Is that something our borough would start considering as this plan unfolds? So I think it's a lot of important issues for the people of Sherbrooke, for the merchants of Sherbrooke, for the residents on the side streets. And like I say, your questions tonight are the most important, but I also have to worry about questions that are going to rise in 2, 3, 4 months. Thank you. All right, thank you, Sonny. So very happy to be here. Just a few quick points in 5 minutes. On a lighter and a sport-related note, very happy to say that not only the Canadians have made it to the playoffs. Last time we were here, it wasn't certain. And on another more local hockey-related note, happy to say that our boys team of the Hurricanes, the Adam Double B, won this weekend the Montreal Cup. Yeah, so we're very, very happy about that. We can be proud. We have a strong hockey tradition in NDG, and on that note, and to follow up, next year will be the first time that we're launching 4 new girls hockey teams in NDG. So very happy to promote that as well. On a little bit of more of a somber note, but we can make it a happy one, and I don't want to bring PTSD back to all of us, because what we went through in January was pretty tough for a community. I was directly impacted, like many of you in our family. We went through some tough times, and this is the reason why we needed your support to hold Hydro-Quebec accountable and to keep putting pressure on them. They made promises to us last time. Sonny was there fighting, tooth and nail to make sure that our voices are heard. And on Thursday, 16th of April at 7 p.m., there will be a public information session online that will be about all the construction works that will come in the sector of the substation of Hampstead. So this is the time to put pressure on them, to hold them accountable, and to give us information on what concerns all of us in the future. So you can, if you don't have the link, check our Facebook profiles, look at the city website. You will, or
Facebook pages, and you will see the link in order to join the Teams meeting of Hydro-Quebec. So be prepared. Another important news, spring is a good moment to think about clean city and clean streets, right? Je vais aller en français maintenant. Qui pense que c'est important d'avoir une ville propre et des rues propres? Parfait. Les services, si vous pouvez noter, tous les gens là, ils sont recrutés automatiquement pour les 2 corvées de nettoyage qui auront lieu... Je blague, c'est optionnel, bien sûr, mais comme on veut montrer le bon exemple au reste des arrondissements de Montréal, on a 2 corvées de nettoyage. Comment on dit en anglais corvée de nettoyage? Street cleaning operations. One that will take place in NDG between 10:30 and 12:30 on Walkley, between Summerlet and Chester, and the second one in Côte-des-Neiges between 1 and 3 that will take place between Queen Mary with Snowden Metro Station as the rallying point. So this is really important. On a less of a joke, we've been unfortunately held back by weather. I know we were all very ready to get out in the box and to clean our streets on the 1st of April, right, Stéphane? And but unfortunately, that's something I realized below zero, right? So it's tough to bring out the machinery, and because they're so fragile, we know we need to take care of them, and it's been delayed by a few days. Unfortunately, again, some more obstacles to come, challenges, because les Bleus, les cols bleus, will go on strike. And so the operations that were initially planned for the 15th, 16th, and 17th of April will be suspended. That means also that the interdiction de se stationner also will be suspended on those days. So we need to make up for the lost time, and I urge all of you to, show the example to your neighbors, to our community. I think collectively, yes, we count on the services and doing the best they can, but we also need to do better as a community. And I talked to a few of you. I've been personally involved. I've even going, no, don't listen, to back alleys and to take pictures and to see what is the state of our neighborhood in terms of cleanliness and trying to bring this back to the services. But I think we all need to contribute and do as much as we can. And finally, last but not least, who wants to get in shape for the summer season? Maybe not of you, to get your beach bod back. Okay, I'm certainly one of them. Good news, if you live in Loyola, and that was one of our campaign promises, we're investing in our parks, and especially in physical activities. Yes, well, we're going to talk about the Loyola Chalet, right? But now it's the gym area that we're building, and it's called intergénérationnel gym. So no excuses, whether you're young or less young, you can still go out there and put your body to the test. So this is something very, very proud to be pushing, in the next, few months, few months. Fantastic. So there you go. Thank you so much. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je vais commencer mon mot en saluant tout particulièrement, un peu comme l'a fait ma collègue Mélanie, les élèves de l'école Simone Monet qu'on a rencontrés à l'Hôtel de Ville la semaine dernière. Ils étaient venus présenter les maquettes qu'ils ont fabriquées dans le cadre du programme Mon quartier de rêve. C'est un projet sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs mois. Ils ont été accompagnés par plusieurs intervenants au cours de notamment 8 ateliers avec des urbanistes, des maquettistes, des artistes pour imaginer tout ensemble et fabriquer concrètement dans une maquette leur quartier de rêve. Et donc, je les ai reçus à l'Hôtel de Ville. Mélanie était là pour une des 2 classes. Ça a été vraiment une très belle occasion d'échanger avec eux pour prendre, se laisser vraiment absorber par toutes leurs idées. Et donc, je voulais vous dire à tous les adultes de l'arrondissement que sachez que nos enfants veulent un quartier très vert. Et ils sont très créatifs, ils ont beaucoup d'ambition pour les équipements de nos parcs. Donc, j'ai pris beaucoup de notes dans mon petit calepin. Donc, les directeurs de service, on va s'en parler. Hein? Mais blague à part, enfin, c'est pas une blague d'ailleurs, j'ai vraiment pris beaucoup de notes. Mais bon, travailler en équipe pour imaginer un nouveau quartier,
C'est justement un peu ce qui a été fait dans le cadre du quartier Namur-Hippodrome. Donc, je vais revenir un peu sur quelques éléments à propos du développement du quartier Namur-Hippodrome parce qu'on a eu la clarification du cabinet de la mairesse Martinez-Ferrada que le quartier Namur-Hippodrome allait bel et bien être développé d'après le plan directeur d'aménagement et de développement qui a été déposé en 2024. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre aux développeurs d'aller de l'avant sans délai pour pouvoir monter les projets dont on a vraiment besoin en matière de logement dans le quartier et à Montréal en général. Alors, l'autre chose dont je voudrais vous parler à propos de Namur Hippodrome, c'est un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement du Québec il y a 2 semaines environ et qui contient un article en particulier qui a été ajouté à la demande de la mairesse Martinez-Ferrada pour que le gouvernement du Québec autorise la Ville de Montréal à céder le terrain de l'hippodrome à un OBNL qui, lui, va être chargé de développer le site et de vendre les lots. Alors, moi, je suis préoccupée par certains éléments de cette annonce-là. Je vais vous expliquer rapidement quoi. D'abord, je veux préciser que je ne suis pas du tout contre l'idée qu'on confie le développement à un OBNL. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur, notamment en termes d'agilité. Mais je pense que c'est très, très, très important d'être vigilant quand on confie un actif public d'une telle valeur à une entité externe à la Ville. Et donc, l'OBNL en question, c'est un OBNL qui s'appelle Gallo. Donc, Gallo, c'est comme le nom du groupe de travail qui avait été formé en 2023, qui était composé d'une quinzaine de personnes et qui ont vraiment donné une impulsion au développement du site. Et notamment, il y avait Claude Pinard, qui est maintenant le président du comité exécutif, qui était à l'initiative dans ce groupe de travail. Mais le groupe de travail Gallo et l'OBNL Gallo, c'est 2 choses différentes. Et à l'heure actuelle, l'OBNL Gallo, c'est essentiellement 2 administrateurs et 1 employé qui donc pourraient se voir céder l'ensemble du terrain du territoire de l'hippodrome. Et il y a toute une gouvernance qui va devoir se mettre en place. Mais à ce jour, on n'a aucune idée et encore moins de garantie au sujet des principes qui vont présider à la définition de cette gouvernance-là de l'OBNL. Et donc, moi, ça m'inquiète. Donc, je voulais vous partager ce soir cette inquiétude-là. Merci. Et je voulais vous dire aussi que ces inquiétudes-là m'ont conduite à déposer une motion à l'Hôtel de Ville en vue du prochain Conseil municipal pour demander que la cession de l'hippodrome à un OBNL soit conditionnelle à la mise en place d'une gouvernance qui va être guidée par l'intérêt public et non pas par des intérêts privés. Et si on veut éviter des dérapages ou un scandale dans 5, 10, 15 ans, c'est vraiment maintenant qu'il faut être vigilant. C'est maintenant qu'il faut qu'on établisse des garde-fous appropriés et c'est le but de cette motion-là qui va être débattue la semaine prochaine, lundi prochain, à l'Hôtel de Ville. Donc, comme ça concerne notre arrondissement, je voulais vous en parler aujourd'hui. Merci. Je vais finir avec quelques petits points sur l'ordre du jour du CA de ce soir. Le règlement de régie interne, je voulais simplement vous dire que vous avez vu qu'il apparaît dans l'ordre du jour. Ce n'est pas un item à l'ordre du jour sur lequel on a été consulté. On a lu pour la première fois le règlement de régie interne qui a été déposé en même temps que vous quand les documents ont été rendus publics dans la mise en ligne des documents de l'ordre de la séance du conseil d'arrondissement de ce soir. Donc, autant Peter et moi, on n'a pas été associés à cette démarche-là. Cela dit, on est conscient qu'il s'agit d'un avis de motion et que le règlement va être adopté à la prochaine séance. Donc, vous avez peut-être des préoccupations par rapport à ce règlement-là. Nous, on en a aussi. N'hésitez pas à communiquer avec nous Madame pour qu'on Ria. puisse les faire valoir et proposer des amendements lors de la prochaine adoption. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un très beau conseil. Merci beaucoup. Thank you so much for coming. I'm just going to wait for my 5 minutes to come up. It's okay. I'll mark the time right at 7:30. Great. Donc, bonsoir. Encore, moi, je suis le conseiller de ville de Snowden. Bienvenue à Snowden.
Et pendant que notre mairesse Stéphanie prend sa maternité, je suis votre maire intérim, voté unanimement par ce même conseil durant notre premier conseil, pendant que Stéphanie est ici. Je trouve que c'est important d'être super clair. I'm just the interim mayor. I don't deserve this. But it's a true honor to be amongst you guys. This is the privilege of my lifetime to lead a council of my neighbors in Côte-des-Neiges and NDG. I take every one of these decisions very seriously. I want you to know also that I've been watching every single one of these councils since I was 22 years old. I love this. I think that I really want to improve the things that are happening here so that you don't waste your time and feel like you're not listened to, or that you didn't get a clear answer, or you got a politician's answer when you come on a Monday night to ask your questions. Please know that if you're not satisfied here, my staff is in the back. Get one of their cards. They always answer their emails. They're extremely irritating towards me so that I answer every question in detail. I don't skip over everything. They do their jobs very well. Sorry. If you feel like we need to go further than what we're willing to do here, because of the minute-half, 2-question limit, I know that sometimes it's not satisfying. And I really am open to follow-up conversations like I've shown over the last few weeks since our last decision. I've met with groups of residents from Hampton and Hingston, and any business owner who called or emailed, I went and met them face-to-face. I want to let you know that the parking meter decision is one I take very seriously, but one that humbly I'm willing to accept modifications to make sure your quality of life is improved. No problem. Michael, please, no. One of the first changes we're going to bring is that we're going to, I just want to make you aware that this council next month will start at 6:30. I mentioned it earlier, but we go too late. We are by far the latest council. I see a few heads nodding. Sometimes it's my fault, sometimes it's not. But I just want to make sure you understand that we want to get you home earlier. And I think starting earlier with the understanding that during the adjustment period might have people show up expecting to start at 7 and might miss the registered question period, that we will go above and beyond to make sure you get as much time as you've requested in public to make sure that we answer your questions and get a return. The idea isn't to limit. It's really just to start a little earlier. Other councils in Montreal also start a little bit earlier, some even earlier than that. So we're just going to allow that change. If it doesn't affect everybody's day-to-day, we'll keep it permanent. C'est important de le noter aussi en français, juste pour être certain que vous comprenez qu'à 18h30, les prochains conseils de l'année 2026 vont commencer à 18h30 ici. Donc, les mêmes décalages. Donc, si vous voulez demander une question, c'est le même nombre de minutes en avance que vous devez vous présenter. Et durant cette phase de transition, si jamais vous venez trop en retard et la nouvelle deadline vous impacte, nous, dans l'administration, on a tout notre staff en arrière, on est prêt pour vous rencontrer. On va même le mettre en ligne. C'est la raison que vous êtes venu ici pour nous poser une question devant les caméras. On va se mettre devant les caméras et on va répondre encore. Donc, l'intention, ce n'est pas de changer le reçu et la réponse des questions, c'est vraiment juste de décaler un peu plus tôt pour accommoder tout le monde. Je pense qu'on va trop tard et je pense qu'on peut faire mieux. J'aimerais continuer avec le retour du beau temps. Et donc, on comprend qu'après le 31 mars, on n'a plus de mesures d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Nous avons des ressources communautaires qui effectuent un travail extraordinaire dans l'arrondissement, notamment les 2 organisations de Multicaf et Prévention Côte-des-Neiges NDG. Et je salue et je souligne aussi que Prévention Côte-des-Neiges NDG ont reçu un financier près de $2 à travers le programme Tapage. Et Multicaf a reçu $600 000 pour son unité mobile d'intervention de proximité dans le cadre du PIMI. That's UMI+, c'est vraiment un beau programme et on le sait, il va y avoir des situations inconfortables en cohabitation et en gérant la scène publique. Contactez-nous. Encore, nos services sont en arrière, mais appelez le 311 pour la première fois que vous voyez une situation et ayez un numéro de référence à nous partager. That's always helpful before you call us to call 311.
avec le peu de temps qui me reste, je veux juste dire qu'aujourd'hui, c'est une commémoration d'une journée importante dans ma communauté. En tant que le seul élu de la profession juive à la ville de Montréal, aujourd'hui, on célèbre à travers le monde le Yom HaShoah, qui est une commémoration organisée par le Musée de l'Holocauste ici à Côte-des-Neiges, que tôt l'année prochaine va être sur Saint-Laurent. Ils vont déménager. Mais aujourd'hui et présentement, ils ont un événement pour commémorer les décès de la communauté dans le Shoah, le génocide qui s'est passé durant les années 39 à 45, mais notamment durant les années après 41, quand l'État a été manipulé et forcé à déhumaniser une portion de sa population. Et j'aimerais juste finir en disant que malheureusement, ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir ce type de déhumanisation et que le terme plus jamais, malheureusement, avec le temps, il y a moins et moins de survivants de ce génocide pour nous souvenir pourquoi on dit plus jamais. Et donc, ça nous appartient dans notre génération de faire mieux que les générations précédentes pour améliorer le sort. And to make sure that never again actually means something, because I have to tell you, and I'm sure you feel it too, it doesn't feel like it's never going to happen again. I want to thank the executive directors, Danielle Amor, la coprésidente Rachel Groper et l'honorable Jacques Sada, qui siègent à le Musée de l'Holocauste et qui championne le déménagement, qui était soutenu par la dernière administration aussi. C'est important pour tous et toutes de se souvenir et aujourd'hui, c'est une journée pour cela. Donc, avec ça, je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir et on va continuer l'ordre du jour. Soft launch. Maintenant, on a un 10.05. Peut-être vous l'avez vu dans le passé, mais on a une dérogation mineure et donc on a une période d'intervention du public avant la période des questions seulement apportée sur cet enjeu-là. Donc, on veut recevoir les questions d'une façon unique à cause de ce changement-là. Si vous regardez en arrière ou dans le document que vous avez devant vous ou en ligne, ça appartient aux 52, 12, 14 et 22 Walkley. Et donc, j'aimerais savoir, n'importe qui peut aller ici, vous pouvez demander plusieurs questions, il y a moins de limites à cette démarche-là, mais si vous voulez, approcher le microphone, à adresser l'enjeu, la dérogation mineure qui se trouve au... Madame la greffière, c'est quel point sur l'ordre du jour exactement? C'est le point 40.08. 40.08. Donc, si vous allez en arrière de votre pack, 40.08, c'est une dérogation mineure. Je vais donner un 20 secondes. Allez au microphone si vous avez des questions qui vous impactent. Sinon, vous pouvez toujours poser une question sur le sujet durant la période de questions si vous êtes inscrit là, mais on vous donne la place ici pour en débattre. No? Last call for 52, 12, 14, and 22. Those are changes made on Walkley, where we're giving a special time at the microphone to discuss. That's less of a timed intervention because it's a change. If you have a question, yeah, you can go. You go ahead. Is your question about specifically 52, 12, 14, 22 Walkley? No, I guess not. That's okay. That's allowed. So we're going to close the point, the 10.05. Merci beaucoup pour votre patience. Je sais, si vous n'êtes pas au courant de c'est quoi sur le point, ça peut être pas clair. Mais on va y arriver au point, puis on va débattre avec nos collègues à ce point-là. Merci. On va passer au 10.06, qui est une période de questions orales du public qui dure 50 minutes. Et il y a aussi une possible extension d'une autre 15 minutes sur ce point-là. Madame la greffière, take it away. Donc, je vais vous expliquer la procédure pour la période de questions du public. Donc, la période de questions est de 90 minutes réparties comme suit. 50 minutes pour les questions orales et 40 minutes pour les questions écrites. Donc, il y a 27 personnes qui se sont inscrites pour poser leurs questions en personne et 8 personnes nous ont soumis des questions par écrit. À noter qu'il y avait 5 personnes supplémentaires qui ont soumis une question en ligne, mais qui sont présentes sur place et qui se sont également inscrites à la période de questions orales. Donc, comme le prévoit le règlement, leur question écrite va être supprimée. Donc, c'est pour ça qu'on avait 15 personnes initialement, mais il n'en reste que 8 pour les questions écrites. Nous invitons les personnes inscrites en personne à être brèves dans leur préambule et à poser leurs questions rapidement de manière à permettre aux 27 personnes inscrites d'être entendues.
Un maximum de 3 questions peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions pourront le faire après la période de questions écrites, si le temps le permet. Et les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période, si le temps le permet. Donc, le maire suppléant doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du Conseil, soit entre un membre du Conseil et une personne présente. Il peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle, dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Donc, the public question period is 90 minutes long, divided into 50 minutes for oral question and 40 minutes for written question. 27 people registered to ask questions in person, and 8 people submitted questions in writing. There were 4 people who had submitted an online written question present on site. As they registered for an oral question, their written question will be deleted. We invite those registered in person to be brief in their preamble and to ask their question in order to allow everyone to be heard. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their question may do so at the end of the period for written question if time allows. 4th question on the same subject may be asked at the very end of the question period if time allows. The interim mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council members or a council member and a person attending the meeting. He may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect this rule or who exceeds the time limits. Merci beaucoup. Thank you very much. Julie, merci beaucoup. Donc, je vais donner la liste de 10 premières personnes à poser la question, que vous êtes préparés à poser votre prochaine question. S'il vous plaît, on a une salle complète, je pense, avec beaucoup de questions intelligentes. On va être certain de les écouter pour donner une réponse. Gardez votre préambule le plus court possible. On a enlevé la limite. Il n'y a pas de chrono sur toi, mais je me donne un peu la pression de vous guider à l'intérieur de cette démarche-là. Donc, on va commencer avec Alicia Prioretti, Jill Murray, Michael Shafter, Alexander Gorshkov, Marc Gagnon, Hala Al-Ubaidi, Isabelle Heath, Mélanie Raymond, Alexander Aronson, and George Christianis. Those are the top 10. So, Alicia, Jill, Michael, you're up first. I think it's on now. Okay. I can project if needed. All right. So the city's own report acknowledges in a section entitled Major Impacts that the introduction of paid parking on Sherbrooke and the adjacent cross streets could create additional parking pressure on the residential sectors nearby. The city's report further notes that Montreal's Agence de Mobilité Durable strongly recommends implementing measures on all the cross streets to prevent commercial customers from taking parking availability away from residents. The residents are of the overwhelming view that the materially adverse impact that the implementation of this project will have on the day-to-day lives of residents vastly outweighs its supposed benefits, which, at least from a financial perspective, appear to be minimum, according to the agenda. And we don't feel like the city has done anything to consider the impacts of this proposal on its electorate. The residents who are here against the parking meters are actually called upon to stand now. So, time to listen and act. Please explain how the city has weighed the impact that this proposal will have on parking for the residents in the affected areas against the alleged benefits. Thank you so much for coming tonight. Thank you for being articulate with your question. The benefits are that there's better parking availability on Sherbrooke. This is a measure to help merchants on Sherbrooke who right now have 1 hour parking and it's very hard to give a ticket out unless you've been there twice in the same hour or if you send people regularly. So this will allow for the paid parking meters to be monitored, which will allow for more parking availability. And that's studies that have shown over and over again that this allows it to happen. And in balancing that, the language that they use that the impacts will be on the residents is that those parking spots where people use regularly will now be put on those residential parking spots, and that where they've done that in the more eastern parts of Montreal, they've seen that spillover lead to more parking meters, which then
adds additional costs to people, and that's where that balance has to come. When we take more money from residents, we need to make sure that those services are rendered back to them directly, and not to answer 6 different questions that you didn't ask, but to answer a lot of people here. We did this within the budget process. The budget process was the lowest in the island of Montreal for residents, and that means that our renters, which are over 70% of Côte-des-Neiges and DG residents, will not see that rent increase reflected disproportionately in their rental increases coming up mostly at the end of June. So I know it seems complicated, but instead of raising everybody's taxes, we are putting parking meters on Sherbrooke, and we're reinvesting that money directly in Sherbrooke. You have a second question, Alicia. Thank you so much. Just with regards to taxes, I know it's not a debate, but we did have, a financial person in our group who did bring up an interesting point that if there are 25,000 properties and the increase that you're going to get from the parking meters is $131,000, it's about a $5 increase on everybody's property taxes. So I don't know if anybody's going to object to that. And secondly, just regarding the study, as was showcased in the council agenda, I mean, out of the free parking spots on Sherbrooke, 66% of them had the occupants were occupied. So there is a rotation there. There are spaces available. Out of every 10, there's 4 that are empty. So businesses who were also part of our petition have voiced against that, as you mentioned, for businesses that were, supposedly maybe in favor or would benefit from this. Follow-up question being, what specific measures has the borough implemented to address Montreal's Agence de Mobilité's strong recommendation that it implements measures to avoid commercial customers from taking parking from residents? What are the measures right now as we speak? So I do want to address the first part. I want to express that there's a revenue sharing mechanism that we get about $100,000 out of that, but the total is actually higher. So I know. that was renegotiated in about 2022, which changes the reasons to actually implement parking meters. For Côte-des-Neiges and DG, there used to be little to no benefit in putting parking meters down because we didn't get to keep the money reinvested in our own local budgets. We had to send it all downtown, which is no longer the case, which I think does change a little bit how we see things because, yes, when you pay a parking meter on Sherbrooke, know that it will be reinvested in Sherbrooke. And that's something I'm proud of, and it's something I'll stand by. But the impacts that it'll have on the transversal streets, meaning the cross streets and I don't know if you've read in detail the plan, but from like 2 to maybe even 8 parking spots on the transversal streets per. Yeah, I think that's why I appreciate the petitions. I appreciate the number of comments that were actually left in detail that aren't just a yes or no proposal on the petition itself, but actually go into more nuance that allows us as decision makers to humbly change the decision that we made last council to make one that's more aligned with what will be acceptable long-term to residents. And I'm glad that I met with the residents that I did, and I'm hoping to meet with others to make the best decision possible. But like I said last month, we are going ahead with the majority of these parking meters. But clearly, the residents have stood up. I'm going to allow others to ask questions. And those mitigating factors you'll see in the next step in response to the petition. Thank you so much, Alicia. Thank you. I'm out of questions, but you may get some on that budget item. I think I gave you my cell phone. Miss Murray? That's a tough act to follow. I have a pretty simple, hyper-local question. I want to know if you're aware that on Beaconsfield, south of Sherbrooke, on the west side, it's completely conjoined row houses with no alley in the back, which is fine. I don't have a car. I wasn't expecting parking. But the problem I've discovered is that anytime we need to get work done, which is often because these are 100-year-old duplexes, so foundations, windows, roofing, it's extremely complicated for the workers to park in front of the house to get any work done. And I just want to know if you have any plans for what would happen if we add the complexity of metered parking to what's already the vignettes. I don't know if it's the only street that's like that, but it seems pretty strange, like, for the city in general. First of all, you're doing great following her.
Great question. Something that I just want to clarify. We're not putting parking meters all the way down the block between de Maisonneuve and Sherbrooke. There's been some misinformation out there. It's really just the first 2 or 4 spaces off Sherbrooke. We're not going all the way down to Maisonneuve or all the way up to NDG. I even saw one of the petitions signed, made it seem like we were going up and down the block. That's not the intention. So the spaces that you have, I'm not exactly, they didn't look at your address indirectly, but my staff in the back would like to get those details to be able to answer you specifically. If this project is going to impact your ability to do business, to do work on your home, then we want to make sure we adjust. And there is a permit for using public space. For example, someone called me up right before council and said, I'm doing a celebration of life for my father. How do I block off the street? Well, it's a simple process that you just have to evaluate as far as possible before, so our great services can help you. Do you have a follow-up question? Sure. I would just add that it's a bit tough because you don't have control over when contractors flake out on you. And also just what I've noticed, because there was no vignette when we moved in and then it came in, it's just like a ratcheting of the intensity of finding the spaces. So I know that the processes are there. I just hope that you will spare a thought for us as we try to prevent the 100-year-old block from disintegrating into dust like is currently happening in the basement. Okay, thank you. No problem. There was no question, but I am going to say that a lot of this is made easier by using modern technology. Like my colleague Alex is somebody who does this regularly. And I think about Westmount. You know, Westmount, you can't park overnight on the streets, but all you have to do is register your plate on their website. And then when the people go around to check, they're able to check to see if you've registered on that block with your plate, and then they move on, and you have 10 free registrations per year, for example. And there's a lot of those kind of changes that we can bring on our website using 311 that I hope to be able to bring within this mandate to kind of solve these problems that I see really just as an accessibility issue. Okay. Thank you so much, Joe. Alexander? Michael. So sorry, didn't mean to pass over you. I've been coming to these council meetings for more than 20 years to offer well-meaning initiatives in English. Thank you for permitting me to do so. But I and most Quebecers need more to extend to one another true harmony and respect at a time that Quebec has passed too many laws to discriminate, especially when it comes to language and Canadian constitutional rights. Please join me in fighting back together. 1. Please remove from the 311 information hotline the intolerant reminder that you are not permitted to speak English according to Quebec CAC law if you fall within the specific exclusions of background. This type of talk separates us, reflects poorly on our city, our emotional well-being, and our ability to attract international investment to Montreal and Quebec's affair. And it definitely does not appeal to tourists and investors alike, airing your dirty laundry in public. 2, please grandstand in talking up changes to the OQLF by adding 2 small letters after the F, reflecting francophone, anglophone, and allophone together avec égalité et fraternité. My short questions. Mayor Sonny Mraz, you're highly respected, sir, with a mouth and mind we need a lot more of. Please comment on the following. Montreal and Quebec were the wealthiest city and province in Canada 50 years ago, with a solid reputation for growth. Yet we lost it all over language, culture, and talk of separation in our highly diverse borough and city. What other initiatives would you suggest to get back our wealth and reputation before the new CAC premier, whatever her name is, with a majority, passes a new constitution
or other nonsense bill difficult to change without a new Liberal majority in the National Assembly? Thank you, Michael. Thank you first for your constant participation in council. Sometimes you're the only one here, and for that, I'll be forever grateful for you. I do want to let you know that the reference to the OQLF, that's not something that we're going to make reference to. And when you call 311, it's there as a requirement because in the law, if you are a historic Anglophone, then you have a right to those services. And then also if you were if you were grandfathered into those services, that's why if you listen to the whole message, it says if you received English services in Montreal before May 2021, then you also have a right to press 9. You can always just press 9. The city is very accommodating. They understand that there's many different reasons to call 311, and you should press 9 if you feel responsible. You should actually press 9 twice. I do it often, 9-9. I'm a blue paper holder, and sometimes I need to express myself in English. I encourage you to do the same, whether you're blue paper eligible or not, and I say that to everybody. It's a service that's available in English and French when you need it. What's your follow-up question? It's unnecessary, so please tell Soraya to take it out. It's absolutely unnecessary. Would you promote the following bilingual caption? It's a sweet one. Montreal is a beautiful French city in Canada. It's multicultural, multilinguistic, and highly diverse. Come taste it and enjoy. Come live it and explore. Sometimes it's just nice to hear it. I'm going to take it under consideration. I've learned a little bit about how Tourism Montreal operates. They have quite a little bit of independence because they get fees from hotels in Montreal. It's one of the ways that they build independence and therefore aren't subservient to the municipal government, despite them being very close. And let me echo something that one of the coolest things I've ever done in my life, and I got to do it with my colleagues just last week. We got to go to the top of the oratory. Like above the dome is a second dome and a lookout, where you get to see above the mountain, and on a clear day, you can see the United States. That's something that I want to prioritize as an investment. The fourth phase of investment into that will make the oratory net positive every year. Right next to your place, they're not going to need $1 more of public funds if we invest in their fourth phase, which will allow every visitor and every resident of Montreal to go to the top, see the lookout, and drink in the beauty of the city, which we got to do. And it's a true privilege, one that I hope one day you guys get to experience as well. Thank you so much, Michael. And let's call it the Hallelujah Point. Merci, Mr. Gorshkov. Hi, Alexander Gorshkov. So my question is for all the council members. Did you know that in 1987, the city of Montreal officially took a stand against the apartheid regime in South Africa and divested municipal contracts from companies complicit in apartheid? Did you? I take it as a no. You have two questions. It's not a back and forth. Is that your first question? Yeah, that's the first question. Which one? The another part is that you can't create a dispute between different council members? No. Do you have it asked to one of us? Sorry for these rules, I know. It's, okay, I can direct it to you as a... Sure, I'm happy to answer. So did you know about that? I was aware of the 1987. I was aware of history's, Okay, Montreal's great. history of dealing with apartheid and with human rights issues. Yes, great. So the follow-up and wrap-up. So what is the difference between that and what is happening today in Palestine? There is still time for you to stand on the right side of history. To inspire you, I am submitting the documents related to the 1987 declaration to the clerk's office. I just wanted to precise that. C'est vous, madame, oui? Okay, I will pass it to you. And I'm very happy, I'm glad that you brought up Holocaust and never again, because that is, of course, about every genocide, and that should be also
concern about genocide in Palestine. Thank you. And I also want to mention that the Holocaust was not the first genocide that the Westerners committed. So never again applies to all on this planet. And right now, there is genocide committed by Israel, by Israeli apartheid regime, no better than South Africa. And I call on you to stand on the right side of history. The genocide has been, by the way, confirmed by multiple scholars and human rights organizations. It's not even a disputable matter. So never again. Thank you very much. Thank you. I will note that Yom HaShoah is specifically a day to commemorate the genocide against Jews and the Holocaust. Well, this exclusionism is simply unacceptable you've asked your from second- the public servants. Thank you so much. I think it highlights the difficulty of talking about an issue that's ongoing. Like we saw just last week, there are attacks against Lebanese civilians and Iranian civilians. It's difficult to identify exactly what to do next, and I appreciate you coming to the microphone to express your concerns and your interest in moving forward that issue. Okay. Please know that this council has voted in declarations in the past that highlight our need to move towards peace and a ceasefire and to stop violence on all sides. I do want to highlight the inappropriate terminology that you used on a day commemorating specifically the Holocaust. I think that's very inappropriate, and drawing those allusions are where our dialogue starts to fail, and being able to use, language that humanizes all parts of our struggle, I think is important. And I appreciate you coming today. You've already asked your 2 questions, and we're going to pass to the next one. Thank you. Absolutely. Thank you very much. But what is inappropriate are your Marc remarks, Gagnon is the next obfuscating question. remarks. Mr. Gorshkov, I'm going to ask you to leave the microphone to allow space to the next question. Thank you. The next 3 up is Mark, Hala, and Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question s'adresse à Mme Émilie Brière et ça concerne l'utilisation de la rue Ridgewood à des fins de piste d'entraînement pour un groupe de cyclistes. La situation est devenue problématique. Pour faire un historique, en 2024, l'arrondissement avait installé le long de la rue Ridgewood, qui est une rue sinueuse, des pancartes pour simplement inviter les cyclistes à respecter la limite de vitesse de 30 km/h. Or, à 2 reprises, les pancartes ont été vandalisées et après ça, on n'en a plus entendu parler. C'est-à-dire, la ville a comme baissé les bras. L'année suivante, eh bien, là, c'était des pancartes qui ont été mises, mais non pas à l'intention des cyclistes, mais des automobilistes. Et là, on disait aux automobilistes, ni plus ni moins, faites attention aux cyclistes. Alors, le discours avait changé. Alors que je me promenais le long de la rue Ridgewood, je me suis trouvé à être en haut complètement, où un groupe de cyclistes s'était réuni pour fêter leur 2e anniversaire. Et le chef de la bande, ni plus ni moins, disait à ses amis, « Bon, on y va. Ne descendez pas plus vite qu'à 60 km/h. » C'est la recommandation qu'il leur a faite. Si je soulève ce point, c'est parce qu'à cause de la topographie de cette rue, quand on sort de notre stationnement pour s'engager sur la rue et qu'un cycliste descend à 60 km/h et dont la visibilité est limitée par le fait que les voitures sont stationnées en bordure de rue, il y a un risque très, très fort d'accident. On parle aussi de personnes âgées qui doivent se rendre à l'arrêt d'autobus ou qui doivent traverser la rue. Je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre. Et parce que je n'ai rien contre les cyclistes, mais il y a le Mont-Royal qui est là justement pour les encourager à s'entraîner, à monter des côtes et à les descendre. Alors, et en plus, je pense qu'il y a une journée qui est réservée le dimanche durant l'été, entre telle heure et telle heure, pour les cyclistes en plus. Alors,
la rue Ridgewood, c'est une rue en cul-de-sac, ce n'est pas une piste d'entraînement. Et j'aimerais de nos élus là, qu'il y ait un engagement qui soit pris pour essayer de résoudre ce problème. Merci, M. Gagnon. Je peux déjà commencer ma réponse en vous assurant de mon engagement à trouver des solutions à ce problème-là. Mon engagement, il date pas du jour des élections, il date d'avant ça, y compris dans les mois précédents les élections. J'avais rencontré les services de police de l'arrondissement pour essayer de voir comment le problème est documenté de leur côté. Puis je voudrais revenir quand même à ce que vous avez dit tout à l'heure. On a affaire à des gens qui ne respectent pas les règles de circulation, qu'elles soient automobiles ou cyclistes. Et donc, à mon avis, il faut que la loi s'applique, que le code de la route s'applique aussi bien à eux qu'à tous les autres utilisateurs de la route. Donc, c'est comme de mettre des panneaux d'interdiction de circulation, de circuler des limites de vitesse à 30. S'ils ne sont pas respectés par les automobilistes, bien, on aura beau mettre plus de panneaux, la responsabilité incombe aux automobilistes. Donc, là, on a la même situation, mais dans le cas de cyclistes, et je ne considère pas que les cyclistes ont un dépasse-droit qu'on n'autoriserait pas aux automobilistes. Donc, je voudrais déjà d'emblée vous dire que, pour moi, la solution, elle va passer avec une collaboration avec le service de police. Je voudrais vous encourager, même si je conçois que c'est un irritant, là, mais je voudrais vous encourager aussi à signaler un maximum de ces comportements-là au poste de police. Eux, ça leur permet de faire remonter cette problématique-là plus haut dans leur liste des secteurs à surveiller. Je ne vous dis pas que c'est satisfaisant, puis que c'est tout ce qu'on va faire, mais ça fait partie des solutions qu'on a à notre portée pour attraper la problématique par tous les biais possibles, par tous les moyens possibles. Ce que vous décrivez sur Ridgewood, on le vit aussi, puis j'en ai été témoin de très nombreuses occasions, même si ce n'est pas un secteur résidentiel, mais sur la côte de Polytechnique aussi. Donc, il y a des comportements problématiques par des usagers de la route qui ne l'utilisent pas en suivant les règles déterminées. Et pour moi, c'est ça le problème qu'on doit adresser. Il n'y aura jamais aucun panneau qui va pouvoir responsabiliser suffisamment des gens qui ont décidé de ne pas se plier au code de la route. Et juste pour vous dire, parce que cette suggestion est fort appropriée, mais je l'ai déjà adressée au service de police, et on m'a dit finalement qu'il ne pouvait pas empêcher les cyclistes de faire du vélo. Mais c'est pas ça le problème, c'est la vitesse. Là. 100% d'accord avec vous. Ma deuxième question s'adresse au maire. Donc, ça, c'est mon coup de cœur, c'est-à-dire que depuis des années, les arbres qui peuplaient le terre-plein central de la rue Côte-des-Neiges entre le cimetière et la rue Ridgewood et la rue de Selle ont été coupés. C'était des arbres matures. Puis, la nature étant ce qu'elle est, de nouvelles repousses sortaient. Mais systématiquement, chaque année, on coupait. J'en ai le cœur qui... Est-ce que vous pourriez prendre l'engagement, parce que là, j'ai vu dans l'ordre du jour, vous parlez d'abattage, il y a la firme foresterie qui va faire du dessouchement. S'il vous plaît, ne touchez plus à ces bosquets qui essayent simplement de vivre puis qui colorent un peu le terre-plein central qui autrement est dénudé. Merci pour votre deuxième question. Juste pour être clair, sur l'ordre du jour, le point, c'est un changement de responsabilité. On va couper plus d'arbres à l'arrondissement parce que Hydro-Québec ne va plus le faire. Donc, on est responsable maintenant à l'arrondissement de couper en dessous des fils électriques. Et donc, ça, c'est un des points sur l'ordre du jour. Ouais. Et juste pour être clair, un autre point, on va planter 1000 autres arbres dans l'arrondissement. Et je vais laisser M. Plante compléter la réponse sur votre question dessouchement et l'historique sur Côte-des-Neiges. Merci. Merci. Oui, en fait, il s'agit... Les arbres qui ont été coupés, c'était principalement des frênes qui ont été coupés. Et ce que vous voyez qu'on coupe à chaque année, c'est les repousses de ces frênes qui ont été abattus là, il y a déjà quelques années, il me semble que c'est 2019. Et étant donné la fragilité, et puis vous connaissez un peu toute l'histoire des frênes et de la grille du frêne, etc.,
Donc, on veut vraiment s'assurer que les repousses ne viennent pas, je vous dirais, gêner, entre autres, la circulation, parce que souvent, ça va pousser de manière pratiquement horizontale. Donc, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce sont des repousses qui sont très fragiles. Donc, c'est la raison pour laquelle on les entretient. Il y aura un essouchement qui va arriver et il y a une reconfiguration du secteur qui devrait arriver d'ici quelques années, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas venu replanter des nouveaux arbres. Et Dieu sait qu'on cherche des endroits. On va planter 1000 arbres cette année. On cherche désespérément des endroits pour les planter parce qu'on commence à manquer d'espace. Mais si on vient planter des nouveaux arbres là et que dans 3-4 ans, on vient les couper littéralement parce qu'on fait des travaux importants, bien, les gens, à juste titre, ne comprendront pas ce qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle on est dans une espèce de no man's land dans ce secteur-là. Mais on espère bien là, que d'ici quelques années, il y aura une reconfiguration complète avec un verdissement beaucoup plus important que ce que vous voyez actuellement. Fait que c'est un peu la raison là, pour laquelle on intervient de cette manière. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on va les décider? Monsieur Gagnon, je m'excuse. Okay. Si vous allez en arrière, vous pouvez donner vos contacts à mes collègues et on va faire un suivi sur vos questions cette semaine. La prochaine question vient de Hala. Merci de votre présence et vos 2 questions aussi, Marc. Bonsoir. My name is Hala. I'm the director of NDG Community Council. Son, you know the problem, but I have to make noise. That's what they told me I should do. So this is the issue of community housing, which we call. People call it social housing, affordable housing, but we call it community housing. I'm here not to talk about only a building, but a broken system that need to be fixed. I don't know how, but maybe you will know. We're talking about senior, refugee, immigrants, people with very complex health challenges that we cannot deal with these things by ourselves. The system is meant to support this community housing projects, but it's becoming overwhelmingly complex. Funding and decisions go down, federal, provincial, municipal. I will name some of the institutions, CMHC, SHQ, OMHM, and more. Every step, the resources go even thinner until we arrive to the social housing. People said no money, or that's not our mandate. I don't know whose mandate it is. Then who is going to take care of all this? Volunteers. Volunteers that is considered to be landlords, and they are going to be the maintenance people, deal with psychological problems, with everything, name them. These volunteers are often, they didn't expect, we recruit them, unfortunately. They don't accept that to be recruited for that. These people, it's a both issue. It's a health issue, but also financial issue. S'il vous plaît, votre première question. So, for us, we want to know, would you be able to work with the council on dealing with this complex issue so that we help us to keep this building open, because we lost 3. And I depended on all our elected officials to keep them open, you know them, the co-op at West Haven, Project Chance, Chester is okay. But this will be closed again if we don't intervene. Thank you. Well, you have a second question follow-up? This is the off-market housing that's often poorly defined. This is not social housing, which is attached directly to someone's income, or affordable housing, which is below the average price in the area. This is the other things you don't find on the private market, co-ops and community housing. And we have no option B for everybody there. So it should be an all hands on deck. When I learned about what was happening at that location and several others in that area, I think we need to define that area as one that deals with the communities that we honestly have no option for. So we're going to look at developing a special offer in that area to deal and identify long-term solutions, and then find all the partners that you're describing and bring them to the table to have a solution. That's what we did for the HLM Chester, which you described in your answer. It was going to not get off the ground, and when we came into power, we took every decision in order to bring back access to that facility at whatever cost, and we'll continue to do that for this building and the many others that you, and I want to say the name of your predecessor, Gulnar, she did a fantastic job there, as well as with Project Chance
And I'm glad that you've picked up the mantle, and I don't want it to be an additional burden on you, given everything you do for the NDG Community Council already. Do you have a second question? Gunnar is still the volunteer that deal with it. I'm not. I am part of the. You're the Council. president by name. So my question, I came with evidence here. So we have 44 buildings, 44 units in this building. They are all infested, really bad infestation of bedbugs, cockroaches, mice. Don't worry, it's in the plastic. My colleague is very clever. She put it in a plastic bag, but I have to bring it with me. I'm gonna give it to you as a present. So people are living in mental health, and they give us this present. They come, they are very generous, very nice, they come and bring it to us. These people are using many of them work in the bank, they go to school, they use your public transportation. Really, my staff I change all my furniture in the office because we need plastic. Who's paying for this, I don't know. But we cannot not receive them. And we cannot refuse their gifts. We need to treat that. I need immediately $35,000 to start the treatment tomorrow in this building. Otherwise, these 44 people will go back to homelessness, which the mayor invested $42 million. All I need is $35,000. That's all I need. So how can you help with that? Hello, we're going to answer you in writing. Please, more. She deserves. Go visit the facility. Go volunteer on Grand. Go find these facilities in our community. Go speak to the NDG Community Council and start contributing. There's 80 people here in the room. Don't take Alex's offer to clean the streets. Go help there on a regular basis. Take a volunteership. Learn how to help your neighbors instead of clapping when the only person in the room is doing something is asking for money. We're going to make sure we do everything we can. I believe I've already answered you in writing about the limitations about what the city can do, given the responsibility being mostly provincial. But please make sure to follow up with the staff in the back. Don't leave them that package. They're staff. But I really appreciate that you came to highlight it. And I promise that we will continue working with you on the issues and all the responsibilities that you take on for the community. Thank you, Hala. Les prochains trois, c'est Isabelle, Mélanie, and Alex Aronson. Oui. You're right. So, Isabelle, you're up next. And then, unfortunately, we have to go to Peter McLeod as the next question because the other ones are regarding Sherbrooke. Isabelle? André Bourret? Il est inscrit au 22e. Vous êtes, you live at the same, vous habitez à la même adresse? Allez-y. Si vous voulez donner votre place à votre conjoint, c'est parfaitement acceptable. Is that okay, Peter? Sorry, I heard you had a point. Micro. I can't. Question was about the parking meters, and she clearly had a detailed question about, doesn't say parking meters in her question. She had a detailed question about, spaces for contractors in SR3 zones. So that's fair. All. Okay, so we'll count that as one on an S3 question. Perfect. Thank you. No problem. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant. Je reviens sur la question très terre-à-terre des parcomètres et des places de parking. Ça a été évoqué précédemment. Là, la grande préoccupation, c'est l'impact sûrement négatif pour les résidents. Ça ne m'a pas tout à fait rassuré tantôt, les questions et les réponses. J'ai l'impression que vous seriez prêt à aller de l'avant puis on installe les parcomètres. Moi, je ne suis pas contre, là, soit dit en passant. Mais j'ai l'impression que c'est le statu quo et qu'il ne se passerait rien pour essayer de préserver les places de stationnement des résidents. Et c'est comme si c'était un problème qui n'existait pas quand on consulte la documentation qu'on a pu voir. On comprend très bien la problématique de la rue commerciale, mais c'est comme si ça n'existait pas. Alors, parler à n'importe qui ici, lorsqu'il y a un nettoyage des rues ou l'hiver, et bien sûr avec le déneigement, c'est extrêmement problématique et c'est sûr que ça va avoir un impact négatif. Alors, les gens, tantôt, il y en a qui ont parlé de vignettes ou de systèmes comme ceux-là. Moi, je n'arrive pas en disant voilà la solution, mais il me semble qu'il faut introduire en même temps que les parcomètres une solution pour les résidents. Moi, c'est ça mon message.
Et c'est ça ma question aussi. Est-ce que vous entendez faire quelque chose en même temps que l'implantation des parcomètres pour les résidents? Est-ce que c'est votre première question? Oui, c'est la première et la seule question. Qu'est-ce que vous allez faire pour assurer que les résidents conservent des places de stationnement? Parfait. Merci encore d'avoir déplacé, vous et votre conjoint. Vous habitez, c'est Beaconsfield? Oui, oui, parfait. Je veux juste dire que les intentions de mettre sur Sherbrooke sont claires et vous enlèvent pas de stationnement durant la journée parce que vous avez déjà une heure. Non, je vais arriver. Il y a déjà une heure de stationnement qui sont limitées et donc il n'y a pas d'enlèvement, on n'enlève pas de changement, même sur les transversales où est-ce que dans le plan original il y avait des parcomètres. Il y a, pour la majorité à l'est, plutôt à l'est de Sherbrooke, c'est seulement à une heure de stationnement, mais je suis complètement d'accord que les impacts sur les rues transversales, où est-ce que présentement, c'est que résidentiel et c'est pas une heure et donc vous ne perdez pas de votre stationnement. Je suis très sensible à ça et le plus à l'ouest que vous voyez, le plus c'est moins justifiable. Et même quand je suis allé parler avec les résidents sur Hingston, où est-ce qu'il y a des appartements juste par-dessus Sherbrooke, en haut de Sherbrooke, tu sais que c'est encore moins justifiable. Et quand on regarde sur Monkland, quand la dernière administration a mis des parcomètres sur Monkland, ils ont seulement mis sur les rues transversales, sur seulement 4 rues, on va dire dans le Golden Mile. Et quand on regarde d'autres artères à travers la ville de Montréal, ils ne prennent pas toujours la décision d'aller sur toutes les rues transversales. Et on est à l'intérieur de ce processus-là d'évaluation. C'est la raison que j'apprécie que tant de personnes ont signé une pétition, que ça a l'air sont très clairs pour faire un suivi. Et nullement, on a l'intention de vous impacter sur vos rues résidentielles avec cette étape-là. Donc, j'espère que c'est au moins clair que l'intention au début, c'est de faire le plus pour la circulation et la disponibilité du stationnement, mais aussi pour... Ils nous disent très clairement que quand on met une disponibilité prévisible sur l'artère commerciale, que les personnes arrêtent de tourner en rond. Ils arrêtent d'aller sur NDG ou aller sur de Maisonneuve pour faire un tour parce qu'ils savent l'autre tronçon de rue sur Sherbrooke. Et donc, ça va aider, c'est déjà noté. Mais les autres, on va faire ça à la pièce, on va regarder le pétition, on va faire un suivi. Et peut-être on va prendre une décision semblable que celle que la dernière administration a prise, très raisonnablement, le garder où est-ce qu'on le sait que les résultats sont garantis pour les résidents. Parce qu'à la fin de la journée, on vous représente ici, on n'est pas là pour vous prendre une décision qui ne va pas augmenter votre qualité de vie et on a l'intention avec ce changement. Donc, vous avez une deuxième question. Je sais que monsieur est déjà apporté au micro, mais vous avez une deuxième question, si vous voulez. Parfait. La raison que je le note, c'est parce que vous êtes une des 3 personnes à demander la question avant qu'on saute au prochain sujet. Donc, je ne voulais pas vous prendre à la légère. En vous posant la question, que pensez-vous de la réponse ici? Est-ce que ça vous rassure? J'apprécie sincèrement. On pense déjà aux prochaines étapes, notamment la réforme du S3R qui va peut-être faire ça plus à la légère, cette addition-là, de ne pas penser de vous trouver avec moins d'options, mais il y a des options avec les S3R, de vous donner plus d'options. On va explorer ça dans la prochaine étape tout de suite. Et je crois fermement qu'on fait ça dans les bonnes étapes pour la réussite. On prend l'exemple des meilleures pratiques d'autres parties de la ville. Je m'excuse pour celles qui sont en ligne, qui n'ont peut-être pas entendu la question. La question était, est-ce que vous pouvez garantir qu'une deuxième étape va prendre en compte la réalité présentement ou est-ce que c'est déjà un problématique pour le stationnement? Et je peux vous dire qu'on a beaucoup de résidents qui nous ont parlé le statu quo. Et
on veut améliorer votre statu quo. C'est quelque chose ferme. On ne prendrait pas cette décision sans penser fermement avec les conseillers qui ont voté pour que ça va améliorer le sort pour Sherbrooke et pour les résidents avoisinants. Merci beaucoup. Désolé, Monsieur Peter. That's me. You're up next. Thank you. First and foremost, having just visited the Berlin Wall in Montreal, the pieces there, I really value that we have an opportunity to come and talk with you in this way. Second, before I forget, Monsieur Plante, please, if you have 1,000 trees to plant, talk with the owners of Maxi on St. Jacques and Cavendish. Their yard is huge. There's plenty of space. I come here tonight from my home in West Hill, where I'm a citizen. I reside there. Also, I'm a very active participant in Sauvon-la-Falaise, where last year I took over 100 garbage bags of trash out of the forest on my own, not participating in any of the junkets that they have to bring volunteers. And I do that on my own. And that's the essence of my question. Where I live now, I live beside a couple of businesses, and I want to encourage them to be good corporate citizens. I've made complaints through 311 about the amount of trash that they do produce as a result of their doing business, and this also applies equally well to Maxi, that I remove 100 bags of garbage. Is it possible that we could empower the inspectors that pass by to evaluate my complaints as to the amount of trash and the health and such? Is it possible to empower them to make some kind of evaluation and suggestion to the city as to whether or not their resources are adequate? For example, if they have 5 garbage cans that are provided by the city, but they produce 7 cans worth of trash, there's an imbalance that can more easily be identified than enforcing some kind of rule citywide that increases cost and effort for everyone around. The inspectors are going down, thankfully addressing our Peter, complaints. get your first question. I'm sorry. You just want to know, are we aware of what's happening on Sherbrooke and West Hill? No. My question is, can you empower the investigators to make an evaluation and recommendations to the city to provide greater resources for both types of businesses to improve the resources available for them? Thank you. We have done that, and we've done it proactively since we got into power as well. There's at least 4 fines since we've got into power regarding the infractions there, and our services are well aware of the issue. And we understand that there are limitations that the owner might have in terms of addressing it, but we've given all the warnings that we need to do in order to be patient, and I think you'll see additional actions taken in the spring to address this regular problem that I think you're being very appropriately concerned about. And I appreciate all the times you've called 311, all the times you've done pickup yourself, but you're an ordinary citizen, and this corporate partner in our area should take these responsibilities more seriously, and we'll make sure of it through a proactive approach. Do you have a second question? Yes, because I'm not clear that you answered my first question, which involved empowering the investigators, changing the rules supporting them to provide greater resources for businesses. They're using city cans. Surely we could give them more if that is what was required. Okay, sorry, I didn't mean giving him more bins isn't going to make him use the bins when they're there. We don't pay for bins for businesses. They can pay themselves a bin if they want. We don't even buy bins for people anymore. We're not going to buy them for businesses. When it comes to their responsibility, there's many ways that they can act, and the reason why I was explaining that they've gone multiple times and we're taking it seriously since coming into power is that every time they go and they don't react immediately, or and it continues, the fines and reactions get worse. And as they continue to get worse, it allows us to do more. And I don't believe we need a change in regulation in order to apply the law in the way that will change their behavior long term. I think continuing to come to council, sending us emails to your representative, I think that's the right way of putting pressure, and maybe talking to your neighbors as well and seeing if they have similar experiences. That's the best way. Collective action is the best way to solve a bad actor. Thank you so much for coming to council. Thank you. Next up is, sorry, I have to gauge based on it, Gunhild Berenson. We have, yep. Thank you, Peter. Peux-tu nous mettre à l'ordre? En fait, il y a 3 questions sur un même sujet. Donc là, normalement, la 3e question sur la rue Sherbrooke était la question numéro 7 d'André Bourret, Isabelle Heath. Donc,
La question qui ne serait pas une 4e question sur la rue Sherbrooke serait la 13e. Pour en accepter une autre, alors à ce moment-là, ça serait Mélanie et Raymond. Oh, Mélanie, c'était le conjoint du jeune homme. Non, c'était la Ça, c'était numéro Isabelle. 7. C'était OK, la donc 7. Mélanie, puis après, on va sauter à Gunhild. Et Oui. Bonsoir. Ma question sera en français. Elle concerne l'installation des parcomètres sur Sherbrooke tel qu'il a été mentionné, plus précisément sur les prévisions financières associées à celle-ci. Monsieur Moroz, vous l'avez mentionné tout précédemment, l'initiative se veut de redistribuer les revenus aux citoyens de la rue Sherbrooke et de ses annexes. Ce qui m'amène à vous demander, selon vos propres projections de la Ville, seulement environ 23 à 25 des revenus bruts des parcomètres en 2026 et 2027 vont être distribués à l'arrondissement. Donc, ça veut dire que moi, à titre de citoyenne, si je mets 100 $ en parcomètre par semaine, seulement 23 $ en 2027 vont être redistribués parmi mes citoyens et moi. Est-ce que la Ville peut expliquer précisément quels sont ces coûts d'exploitation et les coûts de gestion exorbitants qui absorbent la majorité des revenus? merci pour votre question. Oui. Donc, juste pour clarifier, le 22 vous avez trouvé où? Parce qu'à la fin de la journée, tous les investissements centrales reviennent dans le port, qui reviennent à l'arrondissement. Donc, vous dites que 22 va seulement à la Ville? En fait, l'information, c'est lors de votre dernier comité, le 9 mars 2026, à la page 14-15, c'est l'exhibit B à laquelle je fais référence. En fait, il est mentionné que 65 des revenus nets seront envoyés aux citoyens de NDG. Ceci étant dit, les coûts d'exploitation sont tellement élevés que la variation entre les revenus bruts, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on envoie justement en payant nos parcomètres, et qu'est-ce qui est réellement, qui reste à la fin, une fois tous les coûts d'exploitation et les coûts de gestion, il en reste presque rien. Donc, l'argument financier, à titre de citoyenne, je suis très concernée. Merci. C'est une très bonne question. Merci d'avoir clarifié. C'est encore votre première question. Okay. Donc, vous parlez de 2 budgets différents, et même 3 si vous prenez le budget central comparatif à l'arrondissement, le budget de fonctionnement comparatif au budget de PDI. J'ai perdu la moitié des personnes juste en utilisant ces mots-là. J'aimerais aller plus en détail avec toi pour être certain de vous expliquer en détail si c'est ça que vous cherchez. J'aimerais passer la réponse au service pour être capable de vous répondre à votre question précise parce que je pense que vous prenez des numéros pour... En fait, si je peux préciser, mais mon information, je n'ai pas été aussi approfondie dans mon analyse. C'est vraiment un tableau, le tableau qui faisait référence au dernier comité, le 9 mars, qui était très explicite, disant quelles sont les prévisions de la Ville pour l'installation des parcomètres, la section Sherbrooke à côté est, côté ouest et sur ses annexes. Il y avait les revenus bruts qui sont prévus pour 2026, ainsi que le séquencement de l'installation, et les prévisions pour 2027. Donc, en 2027, seulement 23 au final se retrouveraient dans nos poches comme citoyens. Donc, c'est vraiment tout simple le tableau que j'ai. On a bien compris. Oui. On va laisser les services vous répondre pour vous donner place à votre deuxième question. Super, merci. Je vais céder la parole à M. Admo. Ça va? S'il vous plaît, M. Admo. En fait, je veux juste m'assurer que, je m'excuse, on vous fait répéter, mais je veux m'assurer de bien comprendre. Vous parlez de la première année d'installation, quand non. Vous dites le 22 ou toute année confondue? En fait, pour être plus exact, le 25 ça concerne 2026, mais j'aimerais qu'on se concentre sur 2027 parce que 2026, l'installation va être séquencée. Ce n'est pas tous les parcomètres qui vont être ajoutés versus qu'en 2027, là, ça devient inquiétant puisqu'on ne parle plus d'un 25 mais on parle d'un 23 Donc, 2027 serait le 23 du retour aux contribuables. Ce que nous regardons, c'est les revenus, c'est la part de revenus qui vient à l'arrondissement en dollars et non pas en pourcentage. Parce que dès qu'on commence à parler de pourcentage, on se perd. Alors, il y a 65 des revenus projetés qui sont, qui sont reçus par l'arrondissement
Et ce montant est estimé à environ 130-140 000 $ de revenus annuels pour une année complète. Ça, c'est la part de l'arrondissement. Je comprends, puis c'est pour ça l'importance de le ramener en pourcentage, puisque c'est là que l'argument financier part tout son sens, puis que ça fait juste... C'est pour ça qu'on est aussi présents et nombreux et nombreuses ce soir, puisque, outre l'élément financier, mes voisins sur les rues avoisinantes l'ont mentionné au niveau de la difficulté de stationnement, mais en plus, si l'argument premier, on se fait dire, ça va redonner à la communauté, ça va redistribuer l'argent, puis au final... de 100 $, seulement 23 $ va nous revenir, c'est pire qu'un n'importe quel taux d'imposition. Puisque, en fait, je comprends votre question. On aimerait faire un suivi pour ne pas mêler tout dans une question qu'on n'aura pas la capacité à vous donner en détail les réponses pour clarifier. Juste pour dire que je retrouve vraiment mal où est-ce que le 23-25 % est votre raisonnement. Et au lieu d'avoir un va-et-vient, s'il vous plaît, les personnes responsables sont en arrière. Ils travaillent directement. Je vais venir vous rencontrer cette semaine pour être certain que j'ai tout clarifié ce que vous proposez ici. Et je vais vous donner une réponse en écrite pour faire circuler si c'est ça que ça prend pour clarifier. Je veux vraiment... Tableau bleu et blanc là, de la dernière séance, l'exhibit B à la page 14-15. Oui, mais je pense que vous prenez toutes les totales d'investissement, notamment celle de la mobilité durable du centre-ville. Non, en fait, c'est le seul tableau. C'est le seul tableau que je prends. On peut l'analyser ensemble. Il n'y a rien de complexe. Je n'ai pas fait une analyse avancée des chiffres. Je m'excuse que les chiffres soient aussi parlants que ça, mais c'est en ce moment, d'où notre concernement. Là. Vous avez bien fait votre point. S'il vous plaît, allez en arrière après parler à mes collègues et on va faire un suivi cette semaine. Merci en fait, pour la question. Ma seconde question. C'était votre deuxième question. Bien, c'était pas une question. Excusez. Bien, c'est pas... Oui. En fait, je m'excuse, mais c'est pas une seconde question. L'incapacité de me répondre n'en résulte pas à perdre mon droit de ma seconde question. Avec tout le respect que je vous dois. Donc, de ce que j'en comprends... on était capable ce soir de répondre à ma première question. Je vais aller à l'arrière, pousser mon côté, montrer que, en fait, mes questions, mes inquiétudes proviennent d'un simple tableau de votre dernière séance qui n'est pas si lointaine, c'était le mois dernier. Ma seconde question va comme suit. Disons que vous n'avez pas confiance en mes chiffres. Prenons en théorie 25 % que Non, le mais retour... je m'excuse. C'est quoi votre question? Parce que vous essayez de prouver quoi avec votre proposition que j'accepte? J'accepte que vos numéros sont clairs, que je ne l'ai pas devant moi, mais que le point que vous faites, j'accepte. Si j'accepte votre point, votre deuxième question est? Justement, donc prenons dans un ordre théorique que les retours aux citoyens sont de 23 %. Comment la Ville considère que le partage des revenus est juste pour la collectivité et surtout justifie l'ensemble des impacts que les citoyens et citoyennes auront à subir? Et surtout, sur quels critères repose cette conclusion? Merci. Ça, c'est la question que j'aimerais répondre encore. C'est que cette décision, c'est d'investir l'argent qu'on va prendre et le remettre dans Sherbrooke. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir et que je comprends. On est des politiciens qui vous disent, crois-nous, ça va améliorer Sherbrooke avec cet investissement-là. Et je vous dis que je n'allais pas de l'avant si je ne croirais pas dans ce processus-là. Et je vais vous garantir que vous allez voir des changements après cet investissement-là. Et avant que vous allez les voir, je comprends que ça va être très dur à nous croire. Et c'est la raison que j'aimerais aller plus en détail à une future date avec toi. Pas pour pas vous répondre, mais pour vous faire preuve de les démarches qu'ils ont faites. Si je peux conclure là-dessus sur un dernier point. Vous avez déjà demandé plusieurs questions. Ben, en fait, si je peux juste conclure, mes questions, c'était pour préciser, vous donner un petit peu de contexte. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de personnes ici. Je sais qui vous les prendre. Vous êtes la dernière personne à poser la question dans la question orale présentement. Mais effectivement, je suis la dernière personne qui a justement le droit de parole par rapport à notre problème. D'où que les 3/4 de la salle en ce moment, s'il vous plaît, coupez le microphone. Je m'excuse, mais c'est pas gentil de faire ça. On a 2 questions limitantes. Et c'est pas que je vous coupe parce que votre question est difficile, mais seulement parce que vous avez 2 questions. Et on a plus de temps pour la question de période orale. Est-ce que j'ai un proposeur ici pour... Je propose. Peter?
et appuyé par Alex pour continuer pour une autre 15 minutes. C'est très limitant, cette session-là. C'est la raison que je suis très ouverte à prendre des rencontres en personne pour aller plus en profondeur avec chacun et chacune des groupes qui sont ici. Donc, la prochaine question, Madame la greffière, aidez-moi. La question de numéro 13 de Gunhild Berenson. Merci. Après, c'est Nicole Gombe et Barbara Lévesque. Oui, bonsoir à vous tous. Attends, on ne vous entend pas. Non? S'il vous plaît, mieux? Peter. C'est mieux? Gunhild, continuez. OK. Alors, j'ai un préambule assez long, mais je n'aurai pas de deuxième question. Alors, ça ira peut-être. Alors, Vous avez votre 3 minutes, vas-y. Hein? J'aimerais d'abord vous féliciter pour vos victoires électorales et je suis bien content des changements. C'est important que je dise ça. Alors, j'ai une question par rapport au fait dans le parc Mackenzie King, mais les mêmes problèmes sont ailleurs aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de frustration chez les riverains au parc à cause du niveau sonore très élevé de la musique et des annonces au micro. Il y a peu de plaintes officielles à cause d'un sentiment de résignation et à raison, car même la police toute proche admet parfois souffrir des décibels élevés et dit ne pas pouvoir intervenir à cause des permis donnés par la ville. Il n'y a donc aucun contrôle du volume sonore ni une limitation dans le temps. Les nombreuses fêtes durent souvent du matin au soir. Il s'ajoute beaucoup de fêtes privées, des chants de karaoké très forts, des groupes dansants au son de percussions sans aucune intervention de la police qui devrait vérifier des permis. N'importe qui peut donc s'installer avec un amplificateur et faire autant de bruit qu'il veut. Pourtant, Santé Canada et l'OMS avertissent des dangers de surdité par une exposition prolongée à un niveau de bruit élevé. Et 85 décibels ou plus pendant 8 heures peut poser un risque significatif de perte auditive. J'ai souvent mesuré les décibels lors des fêtes et les niveaux sonores dépassent largement les 85 décibels. Et c'est là pendant des heures. Il y a donc danger pour les participants aux fêtes, incluant des petits-enfants et des riverains. Il y avait de l'espoir pour un changement de politique avec le projet en 2023, avec le projet d'un règlement sur le bruit signé par Pierre Boutin, et puis j'ai le numéro de dossier, mais pas adopté et silence depuis. Ma question est donc, est-ce que l'administration travaille sur ce projet ou est-ce qu'il a atterri sur une tablette? Voilà. Merci. Votre question est posée à qui, Gunhild? En fait, oui, à Sonia, à toi. Parce que vous êtes une résidente de Côte-des-Neiges. Oui, mais le parc, là, c'est votre domaine. La question, je pense, qui a été posée à moi, je ne voulais pas la passer à ma collègue. Je voulais juste clarifier parce que vous ne l'avez pas indiqué. Oui. Merci de votre présence aujourd'hui. J'aimerais vous partager que durant le temps qu'on se connaît, je me suis acheté moi-même un decibel reader pour être capable, quelque chose personnel pour gérer le son, pour savoir c'est quoi mesurer le son. Oui, une application. Parce qu'il y a tellement de différentes informations à faire entrer. J'ai tellement de résidents qui habitent alentour du parc qui me disent des différentes, et j'ai mes propres indicateurs. Et ce qui compte, c'est l'indicateur de l'inspecteur. Et il faut leur donner la responsabilité d'arrêter les événements sur place, qui est souvent très difficile à faire. Et on doit vraiment rejoindre les services pour trouver comment on peut utiliser les services du loisir à la fin de la soirée avec les policiers pour arrêter un événement à l'heure que le permis leur a été octroyé. Point final. Et les décibels sont bien indiqués quand ils font l'application et ça doit être suivi à la lettre parce que quand ça déborde, c'est là où est-ce que d'autres débordements font. Et je l'ai vu, je l'ai vécu et j'ai fait les suivis avec les résidents après qui étaient très mal pris et avec des soirs sans sommeil. Donc, je te remercie d'avoir apporté cette question ici et je te garantis que cet été, ça va être mieux géré que l'année dernière. Et avec chaque année qui s'en vient, vous allez voir une amélioration du sort pour les résidents avoisinants du parc Mackenzie King. Merci.
Mais Vous avez pris 3 minutes pour vos 2 questions. 3 minutes? Oui, malheureusement. Et il nous reste seulement 11 pour les personnes qui nous restent. Alors, l'inspecteur, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais trouvé. Je vais vous faire une rencontre avec eux. Merci, Gunhild. La prochaine question. Je pense que M. McQueen, c'est un des rares moments où est-ce qu'il a raison. George, go ahead. From 1954 until 2004, in Montreal, motorists used to deposit coins directly in the old-style parking meters. Once the coins were deposited, a dial displayed the amount of time that was paid for. Once the motorist left the parking spot, if there was time remaining on the meter, it went to the next person who parked at that spot. There was no double paying for a parking spot. In 2004, electronic parking meters were introduced in Montreal. Now when a motorist leaves early from a paid parking spot, the next person who parks there doesn't know if there's time remaining. As a result, there's double, triple, and sometimes quadruple payments for the same parking spot. On January 18, 2021, there was a class action suit filed against the City of Montreal regarding multiple payments at parking spots. Surprisingly, this class action suit was dismissed by the Quebec Superior Court on September 8, 2025. I don't agree with the court's decision. From the time parking meters were introduced to Montreal in 1954 until 2004, there was no such thing of a double payment of a parking spot. During these years, a precedent was set where once a spot was paid for, it was paid for whoever parked there. But once the electronic meters were introduced in 2004, the City of Montreal found an opportunity to steal money from its residents. Regardless of the decision by the court, I think that the City of Montreal is being very dishonest. A couple of years ago, Arif Salem, who at the time was the interim leader of the Ensemble Montreal, said that double payments at parking spots was unfair, and he urged the Project Montreal administration to make changes. George, get to your question, Yeah. please. Thank you. Okay, this question is for Sonny Morose. Can you please work with the administration to rectify the problem about double payments? Yes, absolutely. In 2020, our party, which I wasn't a part of at the time, they did try to make those changes and make those adjustments. And if I completely agree, it's not equitable to double charge people for the same parking spot that's already been paid. And I believe there are planned investments in place to create like a sign in and sign out of your parking spot. I believe that's the intent moving forward, is to be able to say, I have $100 paid for in parking in Montreal on my account. I'm signing into this spot, and when I leave it, I check out, and it stops charging me. That's a simple way of doing it. It's based on other municipalities who have done it. There's many other examples to make sure that double charging doesn't happen without adding an additional burden of checking. And one thing that we used to do also that we don't do anymore to follow up on that transition is we used to leave our stickers of how much money's left in our parking meter. But then they've made it easier to pay for 5 minutes at a time. So I think that's killed that good habit. Do you have a second question? In our borough, most protected bike paths are open between April 1st and November 15th. I think that April 1st is too soon to open the bike paths. For the past few years, there have been snowstorms in late March, and the first 2 weeks of April have been very cold and wet. Today is April 13th. The bike paths have been open for 13 days, but unfortunately, I haven't seen anyone using them because of the cold and rainy weather. Last year, at the beginning of April, the bike paths were blocked by snow. I think that the start date for bike paths should be changed from April 1st to April 15th. This question is for Sonny Morose. Will your administration consider changing the start date of the protected bike paths from April 1st to April 15th? It's a good question. I think I think we see different temperatures and weather conditions across the island even. So if they open up in LaSalle, sometimes they won't be open in RDP, and that's very difficult to manage. We see that in many different transitional seasons. There's a larger plan at the city to deal with that issue. It is attached to the change in fluctuation in climate change. Over the next 30 years, we're going to see 20% more rain and precipitation on the island of Montreal because of that, and that's going to necessitate a lot more changes and considerations during the dégel and gel structure. I appreciate you bringing this to it. It's not our intention to change the seasonal dates. I think that if we change it 1 year, we might be proven wrong for a couple years in a row, and then we change it back. And I think we need to think more long-term and resilience-wise rather than changing things à la pièce. Thank you so much for your question. Next up is Nicole, and then Barbara, and then Roslyn.
My question is actually about walking, not driving. I live in a neighborhood where I've chosen not to have a car so that I can walk. And all the services that I need are in walkable distance. It's also a neighborhood which is taken over by terrace for a certain period of time. So if you can imagine the intersection Queen Mary, Côte-des-Neiges, and there is a park and a series of cafes. And in the summertime, those cafes build a terrace, and then there is part of the street that is piétonnisé. And what happens is the terraces basically block the sidewalk for people. It's a neighborhood with lots of apartment buildings and cul-de-sac. So you can imagine all these people who live on these cul-de-sac have to pass through this area. The pedestrianized zone is blocked often by the businesses that have the terrace. So they put things in the pedestrianized zone that block the passage of pedestrians who are trying to get by to go to services. And so the message is all of this belongs to private enterprise. And so what I would like to know as a question is, are the businesses that have terraces allowed to put their own objects in the pedestrianized zone? Because what I have been told by those businesses is that, yes, we pay, we can do what we want, we can put these objects in the pedestrianized zone. So good first question, and thank you for coming to council. It's an important project that has been going on for a few years, something that has added a lot of value to the area and has support, but we often don't hear from residents who live above there and about how it's impacting you daily. I think, so yes, they have the right to put it. It's part of a project where everything's approved beforehand, but we want to make sure to have that check with residents. If you're going to Atlantide to get pretzels on a regular basis and you're not able to get there because of their current placement, we'll change it to make it accommodating for the number of residents who live above Frère André. I think that's extremely appropriate. Taking over a street like we want to do more and more in the summer seasons has to not impact residential habits the way that you're describing them, and we'll make sure that we can make those small adjustments to make the street more livable and more accessible for you. Do you have a second question? How will you enforce this, making sure of the small adjustments? I'm the interim mayor, someone who is astute when put in front of a crowd and told to live up to the expectations they're creating. I'm also a member of the Merchants Association that's responsible for that project in the area. I asked to be put on it in this term so that I can help with the development of that area, but also make it more accessible to residents like you, because it was created just before the pandemic, the SDC. It was resilient. It guided us through that difficult time. And I think that engaging in resident issues like that is how to make it even more resilient over time. So thank you for coming. I'm also going to ask that one of my staffers in the back get your contact information, because I'm concerned that this is a canary in a coal mine situation where you're coming today, but you've spoken about it at length with residents because this has been going on for years. You've been patient, and now you want action. Go visit, I think Yvonne's the best action-oriented person in the back right now who's willing to take on your issue. Thank you. Thank you. He's only clapping because he also doesn't like the spaces there. We have, that was Nicole Barbara Levick. Hi, I was here last month, and you guys, Theo and Sunny, said that you would check on SHDM and see what was happening. And I was also told that I would hear from you guys the day after the previous council meeting. I've heard nothing. I'll take that question on. If nobody from my team followed up with you, I will call you tomorrow. We definitely did a follow-up. That's what you said last month. I definitely delegated to one of my staff, but my staff
are fantastic, and I'll take responsibility for anything that I didn't properly coordinate for them, and I'll follow up with you But tomorrow. that was two of you said that your staff would call me or you guys would last month. Neither of you. I appreciate you coming here. It's important that you have the space to say these politicians didn't live up to the expectations that they set last month and do better. We will do better. I've been, before you get your second question, the SHDM, I've had a lot of problem with since January 20th. Join the club. I can only imagine, and we want to make sure that there's never someone who's publicly responsible for the well-being of a group of people like the SHDM is, of not responding or living up to the expectations. And I'm sorry if I'm playing into that same expectation not being met. At least you're trying. I will go into detail about what we've done so that you could. No, I said I appreciate your trying. Appreciation is nothing. I thank you for coming and taking your time out of a busy week to tell us that we should do better. And I promise that you didn't waste your time this month. I'm just begging you to do something. Thank you so much for your patience and for everything you've gone through. We're going to make sure that nobody else has to go through something like that. Somebody at the back that I can get their information from, so I Someone can stand call. up. There we go. They're all awkwardly standing up. There we go. Alex, Yvonne, There we go. Annabelle. They all know it. They're just getting used to this responsibility like we all are. We have no more time left for the oral question period. I understand. We're very limited because we have to, at some point, end this meeting. Otherwise, I would stand up here and answer every single question. And one thing that I want to say, which I'm not allowed to technically right now, but no, there's written question period next. We're going to go to written question period. A lot of people who wrote in questions came in person, so we're going to be able to go through that quickly and then see if there's time to go back to oral question period. I'm very sorry if you don't have the time to ask today. We're going to go to the written question period. My team in the back is willing to set up a time to meet with you and go over those things in detail. I don't want to make it feel like you didn't get yourself heard here tonight. Because it's been 4 years I've been going through this with SHGM, and I have broke and I want to talk about this. Whoever's here from SHGM, We're going to go on a 2-minute break, and then we're going to come back very quickly. On va prendre est-ce que je peux prendre un appuyeur pour un pause de 2 minutes? Alex? Juste vous dire, pour les questions écrites, il y a 6 questions qui ne sont pas les 4e questions sur un même sujet ou des personnes qui s'étaient inscrites à la période orale. La période est de 40 minutes, donc il y a une possibilité pour les personnes quand même qui sont encore dans la salle, qui n'ont pas des 4e questions, de pouvoir poser leurs questions. Yeah, so just to clarify, if we answer all the questions quickly for the written question period, we go back to the list for oral questions. This is the situation right now. So if we're patiently going through the 6 questions that are written, then we'll be able to get back to the oral question period. That's the status quo. That's what. So you're telling me I can have a chance to talk? Yes. Okay. Thank you. Maintenant, on va passer au. I think you're being more than polite with your intervention, but I would appreciate if we can move to the next point on the agenda. So you'll tell me I can speak after? I will ruin all the rules of this council meeting to make sure you will get a chance to answer your question at the end of the question period. Okay. Thank you. No problem. Donc, la première question vient de Shane Vickerman, concerne... Madame la greffière, je m'excuse. I'm really sorry. If anybody plans on leading, s'il y a des personnes qui veulent partir tout de suite, s'il vous plaît, il y a une période de questions où est-ce que les personnes ont écrit une question écrite. La greffière va les lire. S'il vous plaît, parlez pas durant ce temps-là. Il y a amplement d'espace en arrière de la salle si vous voulez discuter. Merci beaucoup. Donc, première question de Shane Vickerman concernant la piste cyclable Terrebonne. Ensemble, Montréal won the municipal election 5 months, and since then, the borough and city councils have not reconfigured the imposed Terrebonne bike lanes that were installed without a public consultation process thanks to Projet Montréal. The Outremont borough closed a section of a bike path over the winter, while this borough did not shut down the Terrebonne bike path over the same period. Have the borough and the city conducted the premised audit
of the Terrebonne bike path, and if so, when will the results and documents be released publicly? Are the borough and city administrations prepared to carry out the compromise solution for the bike path that would remove the section between Belmore and Madison and return to its previous two-direction street configuration with parking on both sides, and reconfigure the section between Madison and Giroir on the bidirectional bike lane, 2 parking lanes, and 1 drive-in lane? La question s'adresse à M. Moroz. Merci, Madame la Greffière. Thank you, Mr. Vickerman, for the question. Yes, the borough and the city have undertaken the promised review of the Terrebonne bike path since the last election. We've been working with the service for a comprehensive analysis that looks at safety, circulation, parking impact, winter operations in the specific context of the corridor, and to make sure that the committee that was put together it actually follows the unanimous recommendation that made. We'll continue to communicate clearly. I know the expectation is that we would have a final proposition by the start of the summer season, which started April 1st. And I can appreciate, and my inbox can attest to that we have a lot of questions about what the next steps are. I just want to let you know that the proposition of removing the bike path between Belmore and Madison and reconfiguring the section between Madison and Girouard is still under evaluation. It's not easy to undo that, nor the next steps will be regardless of what changes we plan on bringing. But the option that you're requesting is being evaluated, and we're going to make sure that it balances safety, accessibility, the needs of residents, institutions, motorists, and cyclists, which you can understand is not an easy step to make, one we want to make well. And thank you for your question. We're going to continue the evaluation and get back to you as soon as we can, which is the intent. Madame la Greffière. Prochaine question de Corinne Sayeg concernant les travaux sur Côte-Sainte-Catherine. Des travaux majeurs ont eu lieu l'an dernier sur Côte-Sainte-Catherine, près de la rue Wilderton. Nous n'avons pas d'informations à ce jour sur la deuxième phase qui débutera sous peu. Plusieurs garderies et écoles sont situées dans ce secteur, alors que Côte-Sainte-Catherine est une rue très achalandée par la circulation automobile. Un grand nombre de familles circulent à pied et à vélo chaque jour. La sécurité des enfants est donc primordiale. Il avait été question d'élargir les trottoirs et d'améliorer la sécurité aux intersections, dont celle de coin Wilderton et Côte-Sainte-Catherine, qui est très problématique pour les piétons. Il y avait aussi été évoqué de prolonger la piste cyclable qui se termine en ce moment, coin Sterling et Willowdale. Monsieur Moroz, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer la sécurité des enfants qui circulent à pied et à vélo vers les établissements scolaires dans le cadre de la deuxième phase du réaménagement et de reconstruction du chemin Côte-Sainte-Catherine? Merci pour la question, Madame Sayeg. J'aimerais juste vous rassurer très clairement qu'il y a des changements au plan qui ont été mis publics et qu'il y aura des simples saillies sur Woodbury, Sterling puis Plantagenet, mais pas sur Wilderton ou Côte-Sainte-Catherine, et que les pistes cyclables qui étaient proposées d'être aménagées sur Wilderton et Darlington ne vont plus de l'avant, ni les aménagements qui ont été en préparation de celle-là. Merci pour votre question. Donc, la prochaine question était de Dong Wickes et concernait les parcomètres. Donc, on passe à la suivante, qui était de Franck Olivier, qui était également pour les parcomètres. Donc, la prochaine question de Kathleen Carbone-McNally, concernant également la piste cyclable Terrebonne. In December 2025, I received a letter from the Office of Mayor Valenzuela assuring me that my concerns about the winter bike path were being taken seriously as a problem for the elderly, school children, parishioners, and the disabled. Yet the Terrebonne bike path was open all winter. This is not just a winter problem. The school year is 10 months long. Promises were made about finding a solution that addresses the needs of all residents. Up till now, we've had no confirmation about any changes to this bike path, which was put up without consultation with stakeholders. Projet Montréal was voted out by the citizen of Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, hoping for a real change. This bike path, which crosses 2 elementary schools and the Mackay Center complex for blind and hearing impaired students, should never have been constructed. School buses must park far from the curb, making it dangerous for children. Adequate parking is needed to support these important institutions. What are your plans to fix these problems? Et la question s'adresse à M. Moroz. Merci, Madame la Greffière. Mrs. Carbone-McNally, sorry.
Thank you for your question. Again, we understand the frustration and the anxiety of not getting a change that you've been asking for. I just want to let you know that we want to make the right decision for this, and that's why I went to every governing board meeting for the schools in the area, and I listened to the parents and documented their concerns to make sure that we can address them, notably the ones for security. I was shocked by the list that the Mackay Center gave us about the problems on Terrebonne that have been impacting their family, and the lacking of quality responses from the previous administration in that regard, and taking their concerns seriously when it's a unique institution, the Mackay Center, that brings people from all across Montreal, services, and people who deliver those services in the same spot, and they've been negatively impacted by something that was supposed to help them. I think that's something that we have to review, and we want to make sure that it's safe all year round, notably in the winter. So we're going to make sure to get back to you. I have a lot of respect for your patience and the group that was put together to bring forward the issues that were impacting residents on Terrebonne. And again, I want to make the right next decision, one that I've promised to make, but one I promised to make with good data and with my colleagues. And again, we're aware that the expectations were created around finding a solution. When it comes to the timeline, we are reviewing exactly what we proposed. We have propositions made. We're working closely with our services so that when we make those changes, just to give you a sneak peek, you know, if we were to send those changes downtown, it would take still 4 months, because you would need to then align several votes at different levels, at the borough level and at the city level, to reassign the responsibility based on how it was done. Let's call it the changes that were going to be made aren't as simple as voting one item on the agenda tonight. Thank you so much for your question and for your attention in detail to this one. Madame la greffière, la prochaine question. Prochaine question de Marc-Louf Lounassi, donc concernant le club de soccer NDG, Côte-des-Neiges NDG. Question 1. Plusieurs parents du club de soccer NDG Côte-des-Neiges ont contacté le 3-1 pour alerter sur une situation préoccupante, mais leurs demandes n'ont pas été prises en compte. Malgré l'ouverture exprimée par Madame la mairesse à nous rencontrer, nous n'avons toujours pas été entendus. Madame la mairesse, seriez-vous disposée à accorder une rencontre à un groupe de parents afin d'écouter leurs préoccupations et trouver des solutions concrètes pour nos enfants? Et la question 2. Depuis plusieurs mois, les parents du club de soccer constatent une dégradation préoccupante de l'encadrement offert aux enfants. Infrastructures inadaptées et instabilité inquiétante. Cette situation affecte directement leur motivation, leur confiance et leur plaisir de jouer, et certains finissent par abandonner le sport. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour garantir à tous les jeunes un accès équitable à un environnement sportif sain, sécuritaire et réellement structurant? Et la question s'adresse à Mme Brière. Merci pour la question. Je vais y répondre partiellement. Je vais aussi donner l'opportunité au maire suppléant s'il veut ajouter, puisque la question s'adresse à la mairesse et que je suis conseillère du district de Côte-des-Neiges. Donc, je voudrais juste m'assurer que toutes les personnes qui peuvent apporter des réponses aient l'occasion de le faire. Je suis moi-même une maman. Je suis une maman d'enfants qui jouent au soccer dans nos associations locales. Je sais à quel point c'est important d'avoir des associations robustes qui offrent des bons services. Et étant donné les enjeux qui ont été soulevés, je m'engage à jeter un œil très attentif à la situation du soccer, non seulement dans l'arrondissement, mais plus spécifiquement dans Côte-des-Neiges, parce que je conçois et je sais qu'il y a des problèmes spécifiques avec la gestion du soccer dans Côte-des-Neiges, qui n'est pas qu'on ne rencontre pas nécessairement de la même façon à Notre-Dame-de-Grâce. J'ai été en contact récemment avec plusieurs associations qui proposent des activités sportives à des jeunes autres que le club de soccer Côte-des-Neiges de NDG Côte-des-Neiges. Donc, je serais très heureuse de m'asseoir avec les parents et puis qu'on puisse réfléchir ensemble aux différentes opportunités, soit de développer des activités en parallèle de celles qui sont offertes par le club, soit d'assurer une offre de services qui corresponde à vos besoins via le club en question. Donc, je m'engage à faire une rencontre avec vous.
je sais qu'il y a d'autres parents dans la salle qui sont venus pour cette même raison-là. Cela dit, étant donné que la question était adressée à la mairesse, je voudrais quand même laisser l'opportunité au maire suppléant en remplacement de la mairesse Stéphanie Valenzuela de compléter la réponse s'il y a lieu. Merci. En tant que maire suppléant, je crois que la question a été posée à vous et donc c'est à vous à répondre. Mais si vous voulez que je réponde, je peux vous dire que je suis au courant des appels au 3-1. On a pris rencontre avec les services. Il y a deux raisons qu'ils appellent le 3-1. Un, c'est le manque de services à Côte-des-Neiges. C'est que les personnes de certain âge doivent aller à NDG pour leur pratique et leur match. Et ça, c'est à cause des décisions prises par la dernière administration de faire les changements à Mackenzie King et à Martin Luther King en même temps. Ils font le revêtement sur Martin Luther King. Je crois que ça veut dire que l'ouverture, c'est seulement le 18 juillet. Et donc, les travaux à Mackenzie King se font à travers la saison estivale. Donc, il manque des emplacements à Côte-des-Neiges. Et là, des décisions sont prises et on va faire un suivi avec Côte-des-Neiges NDG, Soccer Côte-des-Neiges NDG sur ces problèmes-là. On les a soulevés déjà. J'aimerais juste dire qu'on est au courant des processus pour Soccer Côte-des-Neiges NDG d'avoir une reconnaissance provinciale qui suscite aussi des obligations à respecter et qui sont dures à respecter à travers toutes nos installations. Et j'apprécie la question et l'opportunité à faire suivi. Mais Madame la conseillère, si vous voulez avoir une conversation, ce n'est pas la place à l'avoir, ce n'est pas une place à débat. Donc, je vais permettre cette réponse-là. Et si vous voulez nous inviter à une rencontre avec Côte-des-Neiges NDG, ça serait un plaisir aussi. Mais ce n'est pas une place à débat, mais j'apprécie l'ouverture que vous m'accordez, qui m'appartient. Merci beaucoup. Julie, la prochaine question. Prochaine question de Anne Filion. Donc, nous, locataires de plus de 65 ans à l'adresse citée sur Ridgewood, donc 16 appartements de personnes de plus de 25 ans de résidence, sommes inquiets. Les rénovations supprimeront nos 8 garages. Impossible de stationner sur Ridgewood. Restriction plus 800, 2000 résidents. Et nous ne pouvons pas pelleter. Avec le livre blanc et stationnement payant, nous demandons le soutien des représentants de Côte-des-Neiges pour empêcher ce projet. La question s'adresse à Mme Émilie Brière. Madame Filion, j'ai déjà eu plusieurs échanges avec des résidents du même immeuble. On a d'ailleurs une rencontre qui est prévue ce samedi matin pour justement échanger à propos des inquiétudes légitimes que vous avez sur la reconfiguration d'espaces de stationnement en logement. Je peux vous dire qu'encore une fois, on a déjà eu ces questions-là au Conseil d'arrondissement et je pouvais vous dire aux dernières occasions que nous n'avions pas eu de demande de permis pour que ces travaux-là aient de l'avant. Donc, je peux confirmer avec les services que c'est toujours le cas, qu'il n'y a toujours pas de demande de permis qui ont été soumis pour reconfigurer des places de stationnement en logement. Mais je serais ravie de discuter avec vous des dispositions qui peuvent être prises pour vous rassurer davantage. Cela dit, la crainte que vous avez que ces modifications-là soient apportées à votre immeuble, à ce jour, je peux vous garantir que si de tels travaux ont lieu, ils ont lieu sans autorisation de l'arrondissement et donc on pourra intervenir très rapidement et que s'il s'agit de projets éventuels qui sont caressés par le propriétaire de l'immeuble, eh bien, en tout cas, ils ne sont pas allés à l'étape de soumettre une demande de permis. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à court ou à moyen terme de votre côté, mais je serais ravie d'en discuter plus amplement avec vous et les autres résidents de votre immeuble samedi matin prochain. Donc, la prochaine question de Vicky Mendoza. Ça serait donc la dernière question. Point de privilège, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Murray. Oui, je me rends compte que la question 13 que vous êtes prêt à lire est exactement la même chose que la question numéro 1. I suggest that we skip this robo question. Obviously, these people have sent in the same question somehow. I don't know what exactly was their plan. And let's go back to the questions, the real questions in this hall by people who have real issues and are waiting to ask their questions. Thank you.
Thank you, Peter. The questions are not the same, and we're going to answer the questions that come in the order that we received them. I don't believe that everybody met here last night to discuss what questions and what order to ask. Judy? Okay. Donc, ça serait la troisième question sur Terrebonne. It's been 5 months since the municipal election, and neither the borough and city have taken any action to reconfigure the imposed Terrebonne bike path courtesy of Projet Montréal without a public consultation process. While Outremont closed a section of a bike path last winter, our borough administration didn't close the Terrebonne bike path over the winter months. Has the Côte-des-Neiges NDG borough and the city conducted the promised audit of the Terrebonne bike path, and will the results and documentation be made available to the public? Are the Ensemble Montréal Borough and City administrations prepared to carry out the compromise solution for the Terrebonne bike path that would see the section between Belmore and Madison be removed and returned to its previous two-direction street configuration with parking on both sides, and the section between Madison and Giroir reconfigured to having a one bidirectional bike lane, 2 parking lanes, and 1 drive-in lane? The silence is deafening. Merci, Madame la greffière. Point de privilège, Monsieur le Président? Sure, Peter. To me, it seems clear that it's the same question, but then again, maybe they're testing you to see if you're going to give the same answer. Peter, what's the last sentence of the written? Please, Projet Montréal members. Is it the same question, Peter? Sorry, Peter, do we answer questions that are written the same way twice, or do we skip the second question if it's a copy? Is that a rule that we have in the Régie interne, Peter? You're asking for a point de privilège. Is there a rule that I am not following that says, sorry, the point you're making is there's 2 questions submitted that are identical. They're not identical, in fact, and therefore we answer them. Is that not how the Régie interne works? That's my understanding. I think you're trying to prove a political point to avoid me just saying, thank you for your question. As mentioned earlier, it's very similar to the previous question, so we take the dossier seriously. We're going to make sure the documentation's clear when it's come up, and we're going to make sure that the borough does a profound review, because it's an important topic. Sorry, we don't take questions from the crowd like that. With respect to the proposed compromise solution, it's one of the ones that we're evaluating. I completely agree. Thank you so much, but please sit down. We're wasting time. This is part of the process. I don't want to waste any more time debating it. He has a point of privilege. He's allowed to bring it up. He has to finish. I read the rulings. It's worth explaining, because if we don't clarify that all we're doing is following the rules here, people think we're doing something else. Now we've exhausted the written questions, and now we're able to go back to the oral questions, something that I have the privilege to do. And Madame la greffière, s'il vous plaît, m'aider à me retrouver les 3 prochaines personnes dans les questions orales à poser leurs questions. Donc, Roselyne Dorsey, Joanne Lalonde et Erin Rappaport. All right. I'm going to try to lower down the tension. My question has nothing to do with Terrebonne or Sherbrooke. I'm here on the behalf of the residents of 6955 Fielding. Therefore, my question is for Alexander Teodorescu. We are in a vicious circle. The residents, we complain about the fact that the landlord or people from the business, the landlord or the superintendent entering our units, and when we go to the regie, they keep saying you have to tell the police department. But when we go to the police department, they don't do their job. They keep saying we have no proof there after you complain that it's the landlord. The thing is, the only other person who has the key to each unit for many of us, it's usually the superintendent. We have taken pictures, bring videos, and they just take the complaints and they don't do anything. Unless they do anything, the regie usually keeps saying, if the police didn't do anything, well,
we cannot proceed forward. So it's kind of a vicious circle. My second question, I would like to reiterate the invitation. We had an appointment the last time, which was canceled. I'm free now. So those are the two questions. Thank you very much. Good. Thank you for your question. Look, in terms of this issue that you have with the police and this vicious cycle, we need to help you to break it. I can't say anything now. We need to look into it and do a follow-up with the PDQ, le poste de quartier, to see what is really the matter, and you can count on my support to do that. And you can also count, I can reiterate my wish to come and see you at the property there soon. I'm pretty sure we had to cancel last minute because I was called I think for a press conference with the mayor, but that doesn't mean that I don't want to come and see you and see how we can solve this issue for my fellow neighbors. So I'll be there. Thank you. Thank you for your patience, everybody, but also the questioner. Rosalind, next up is Joanne Lalonde for SHDM. Good evening, ladies and gentlemen. Okay, my first question is, I live in SHGM. It's through my experience. They abuse the elderly there. They manipulate them. They do everything. They've thrown people out saying they never paid their rent. I have bank receipts here. I have everything. They charge an old people who don't have their mind $397 they raised this old lady's rent. Okay? SHGM tried to kick me out for 4 years in a row because I have caught them in their lies, their intimidation, manipulation on all these elderly people that I live in. I'm a child caregiver for 14 years. I look after the elderly, always have. I cook for them. I take them to doctor's appointments. I turn around and tell them what the law is because I've been through it. And they turn around and said, if you don't stop talking to the elderly with your rules or your laws or whatever, we're going to evict you. Now, November 14th was my last eviction. I turned around and I told them, I said, you're going to evict me for what? So what they did was they opened a file at the rental board, turned around and falsified all the information, which they know that I stay in my apartment 24/7. I don't come out. I take people out. They turn around and they come. I got arrested March 1st by an elderly lady on the 3rd floor. I went to court 30th of September. My charges were dropped. SHGM found out about it. They opened another file to have me evicted because these people are as crooked as they come. Now they're opening another file against me again. Now the lady that you just saw here, she's having problems with SHGM too. The people that were going to come with me tonight, they're afraid. They're petrified. There's one that lives in my building right there. She'll tell you what's going on in the building. The man that's sitting beside her and the woman with the glasses, I've been seeing them for 4.5 years at Comité Logement to help me not to be evicted. I am tired of it. I'm talking loud because I had cancer of the throat. I've had laser. I'm not doing very well. I don't eat for the last 9 months. I pick. I am so afraid to open my front door when there's something stuck on my door. When I tried to get hold of the bosses at SHGM, Carl Bond, Isabelle Pesque, Madame Gagnon, Mr. Lucier, Pierre Lucier, they all called me a effing liar. Okay? So now I check everybody in the building. There's 100 people there. There's a lady that was there for 20 years. She was thrown out. Joanne, I want to be able to get to everybody who has questions left. Could you get to your first question? My second question is what What's are you your gonna first do? question? Sorry. Okay, what are you going to do with SHGM? Because they said they're private, they'll do what they want. So they're treating everybody in the building, every SHGM, like pieces of crap, especially the elderly. That's one. I'm going to take your first question first. Okay. These are very serious allegations. Yep. We will make sure to look at every single one of them. And I have a network of resources to lend to your cause that deals with people outside the system that don't often get taken seriously. Because if you're being called effing crazy by people responsible for your well-being, that means fundamentally the responsibility chain has been broken and it needs to be reestablished. You don't have another option. You're caring for people who don't have other options. Even if the SHDM is a private organization, as you describe it, there are ways to make sure their responsibilities are taken seriously. I went to Project Genesis. I called lawyers. I've called everybody. I even went on the news concerning SHGM
When they found out that I was on the news and I told them about SHGM, they were evicting me again. As soon as I went to news, I went to these two people here. Went to tell them what happened. They don't care. They said, we got the money, we'll do what we want. Now I just opened the file against them for $50,000. I opened the file at the rental board. The judges don't believe anything that I say. Joanne, please get to your second question. I can feel the emotion in your situation, but it's not here that we're going to solve the problem because it's a housing issue. You're going to have to do something because SHGM is getting away with murder. My second question is, what are you going to do for the homeless people? You've been talking about this for eons, and nothing has been happening. I am so tired of them people dying in the street that people don't have places to go. When SLM has a lot of apartments empty, but they don't want to pay over $1,000 of a 25% income. Now, I want to know what you're going to do about it, because I'm tired. I'm going back to the news. I'm going to say I was here tonight and who I talked to. Something has to be done. Something has to be regulated. It's not right the way these people are being treated, and me, even me. And I haven't eaten in 9 months because of this place. Thank you. Thank you for coming. And I assume that a lot of this came to head because of the impacts that were impacting you because of the January ice storm. Is that, like, why is it that you're only coming now? Why is it that you're learning us only now? What's changed? I just found out now about this meeting when I just found out from the lady from the committee last night that it's every month. I didn't even know. And police are never at my house. I tried getting in contact with him. I sent him an email. He said, well, if you live in NDG, you can contact me. But then I found out a lot of things about him, so I didn't even email him. I'm going to allow, thank you so much for coming. I'm sorry it's difficult to get information. We're going to make sure the fact that you took your time here and introduced it in detail with passion with your neighbors, that this is the only place that you needed to come in order to have things change in your day-to-day. Thank you. I know I'm going to take the issue personally at hand and follow through every single issue you've gone through to be able to lend my personal understanding to it. And so that whatever next steps are ones that actually improve the situation, it feels like you're not being helped in the way you need to be helped. Not at all. And that's a good reason to come to council. But people who just find out about it, that's where it frustrates me the most. Thank you for coming tonight. And I'm going to make sure that we do a follow-up. I have your number now. Okay, because I got a lot to tell you. Looking forward to it. Coffee's going to be on me. Thank you. Erwin? Yeah, hi. My question is addressed to Councillor Theodorescu. Many people in NDG support the arts and want to see our local musicians, various artists thrive and succeed. This $10 million plan for the Empress Theatre to have an open-air space seems very expensive and not the right way to go about it. We have plenty of bands that play at Porch Fest who would be willing to play at parks throughout the borough in NDG, Côte-des-Neiges. Across the street from the Empress Theatre, at the park, we've had opera performances, various types of film festivals. So rather than spend the $10 million for this project, which I'm sure a lot of people put some good research into that, I would propose that, let's say, $1 million over X number of years be set up so that we can have bands and other performances played throughout the parks in the summer, in the winter, because if we had that open air space, it's not going to be used between November and March. Thank you for so my point is, why not, instead of spending the $4 million to tear it down and keep the walls open, just demolish it completely, put up a new building based on the same design, preserve the architecture, preserve the motifs, even add to it, you could add 2 floors, and have a building where we could have either social housing, private condominiums, etc. Point is, we preserve the building, we preserve the architecture, and we utilize all of the spaces we have publicly for the benefit of all of our artists.
Thank you very much for this opportunity to talk about a project that I cherish deeply. I come from the arts and cultural world, and I've been very involved in the heart of NDG by being one of the co-founders of Rendezvous NDG, which has been activating the park, for years, and I know how deep our community is in terms of artists and performers in our neighborhood. I know also how little space they've had to really express themselves, and I know the community is hungry for more of that. So I want to reiterate something. This project, what we've been discussing, the announcement we made recently, is not the final destination. It's a transitory step, right? And this for us, in the beginning, I was a little bit, I was questioning this two-step approach. But then I really started to think about it, and I thought, okay, this is the way to get the ball rolling, and we need to do this anyways, right? We need to deconstruct the building that is completely rotten, thanks to decades of nobody doing anything about it and just having like dreams and not putting them into action, right? And we need to decontaminate, and we need to rebuild and keep this heart of culture alive for our neighborhood. So that's why we said, you know what? Let's go ahead with this quick. Transitory phase, which we can act and execute ourselves with the budget of the borough. And you mentioned two numbers in your question, 10 million. It's never 10 million for this first phase. It's more on the below 5, and we don't want to say the number. We don't want to influence the process. I think also it's important for us to maintain this vision of a heart of culture for this building. And I think Peter on the other side of the aisle will also support me. Many of us want to keep that thing alive because of the history, because of what it means for the community, the beauty of the facade. And I think allowing this space to live temporarily, even if like semi-outdoors, indoors type of configuration, will allow it to find its new personality, which in the end will live through the final version, which will be the closed building. And we'll decide, it's too early in the process to see what will be the mixed use, how many floors will there be. I would like to see the full stack of creation from our original creators, our next generation, all the way to production and diffusion, right? Buying tickets, going there with your family, have a good time, right? I know I'm going, it's too long, right? but I'm very hopeful about this project. Is it perfect now? Of course not. That's why we decided to announce it and to really get a lot of the buy-in from the community, and we go even beyond the creators that are here in NDG. We go, we have Cliff from the Wheel Club, we have Brendan Kelly, we have, a bunch of DJs, we have all the artists that perform at Rendezvous NDG, and we went even to get the buy-in of Roxane Saïev with Cinéma Beaubien, right? So we want to really bring this, get the wisdom of the crowds and get a lot of talent back in the Empress. So that would be my wish. I don't know if you have a second question. Well, yeah, I do. If we already have the open spaces in the parks that can be used, why spend good money for bad at a performance space that doesn't need to be created? And secondly, we have the auditorium at the Benny Library, which can be used to produce plays and hold concerts. Yeah. Poetry readings. In Westmount Park, they have poetry readings and various other jazz bands playing at the park. Yeah. So let's set aside the $4 million, which shouldn't be spent because it's going to tax residents, and just set aside that $1 million to promote. So two questions, many questions in your question actually. The question of this money that shouldn't be spent. I mean, if we don't do it, first of all, it's a risk hazard for all the residents there. It could just fall apart, or it could just burn again, and it's a danger. We need to do something about it. If we don't invest that money now, when we can do something about it with the budget that we control at the borough, we're going to see this thing again in 30 years without nothing. So we need to make that investment, and I think it's about damn time. The second question, the programming. I've been doing this for years, and I know there will be an equilibrium point between the programming that will happen in the park, that will appeal to a certain type of resident and family, will be different than the one that will happen in the transitory phase between those three walls and a semi-open type of concept. And they will also be different than the programming that will happen once we have a full, closed, equipped building, and it will be different. We need to give a chance to this space to find its personality again. But I'm confident that we'll be able to do it. Thank you. Thank you.
Thank you. I'm going to do something just to make sure to appease the intention of the room. I'm going to allow the petition dropper to from the subject on the parking meters. I hope my colleagues are okay with this. But if Mr. Aronson wants to take the microphone to deposit the petition, I'll also allow him to ask his 2 questions. Thank you so much. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you. So I'm actually going to point this question to Alexander, just give Sonny a break. And after all, it takes a whole council to pass policy, and I think it's important to hear from everyone on the subject, but of course encourage all of council to opine and provide their thoughts here. So obviously this is regarding the installation of the parking meters on Sherbrooke Street and nearby residential streets without holding a public consultation or any forum for residents to weigh in beforehand. And since the residents weren't asked in advance, the community took the initiative to ask them directly by circulating petitions. And the results are clear. People are not comfortable. In less than a month, over 1,000 residents have signed 2 petitions being deposited this evening. Clear evidence of widespread alarm and opposition to installing meters on Sherbrooke Street and transversal streets like Hampton, Hingston, Beaconsfield, and Grand, among others. Every indication is that this number will grow substantially with continued outreach. Residents are telling you they already depend on street parking, already struggle to find it, and that this proposal will impose real financial hardship, harm local businesses and merchants, and disproportionately affect seniors, people with disabilities, and families. The petition demands transparency about the data driving this decision, a formal public consultation, and immediate moratorium on implementation until that happens. Ensemble Montréal ran its election campaign on a central promise to listen to residents before acting. The official slogan, listen and act. Respectfully, what residents and everyone here feels tonight, as far as I'm concerned, feels like act first and listen part comes perhaps after the damage is done. So you have this chance to start correcting that tonight. So will you support stopping this initiative now and commit to support a moratorium until meaningful public consultation has taken place? Yes or no? And if the answer is no, please state clearly tonight why overwhelming evidence justifies moving ahead over the expressed opposition of more than 1,000 residents, and why you're prepared to do so in direct contradiction to the listen and act election promise that you campaigned on. Thank you for your question. Thank you very much for your question. I think we're definitely listening. I think what Sonny mentioned before, that we're in this process still where we can really take in your feedback, and that we read a lot of the comments that were in the petition, and it's helping us really direct how the final form of this project will take place. And it's certainly not all of it set in stone. That being said, for sure, we don't come at it from a place of ideology. I think we can. Everyone knows that we're not the party that is, against cars. We don't want to make. We're not waking up one day and saying, "Oh, how can we make the lives of our residents more difficult than it is?" What I realize also is that we need to manage different things at the same time, and it's not easy for me. I'm the first time elected, and I'm like considering, hearing from the needs of the borough, the needs of our. You mentioned 1,000 signatures. We have 180,000 residents, right, in Côte-des-Neiges NDG with one budget, and we need to find a way to balance it, and we need to find a way to not have a burden on everyone, where we can have some users of certain services contribute more their fair share to using the services, and these are sometimes trade-offs that we need to do. And it's not always perfect, and we understand that you're not happy with it. So I think we need to go back and forth on this, and happy to discuss further. The idea also why we decide to, this could be a good idea, was under the condition that the money that is raised there can be reinvested locally. And we've heard that a lot from merchants and from residents, that they want us to give some more love to Sherbrooke. I think it has a lot of potential. It needs help. I don't know if you've seen the state of Sherbrooke. I know you have. I live there too. I've worked there, and I know we need to do more. And I think this part of this, our neighborhood can really start to thrive more. And funny enough, it's sometimes counterintuitive, but we see the data of commercial arteries in the past.
that have actually done much better after a change of behavior of residents and visitors as well because of the parking. You know, to be honest, I even found myself surprised going for dinner in our neighborhood in a place where there were a parking meter with my wife and say, hey, how easy was it to find a parking to, you know, to eat at our local restaurant? And so it needs a little bit of time also to get used to that idea. So I think that's, in all transparency, you know, we're also learning from this, and I'm happy. I'm a data guy, you know that, and I'm very happy to also go back to l'Agence de la Mobilité Durable and push them for, you know, if we can get a better deal, for sure. You have my support on that. Okay, so my follow-up question then is, I understand budgetary constraints. I understand you may have entered contracts to proceed with digging holes and putting these posts in place, and that might not be able to be stopped. Can you at least then promise, then dig the hole? Leave the hole, fine, because you already contracted it. But don't go the next step without real, meaningful consultation with the public. You're talking about, I've heard from businesses that I want to be able to, you know, that's going to help my business. But you haven't actually talked to the residents. You haven't talked to a lot of business owners that are here that are on that petition that are opposed to this. So let's meet in the middle. Cut your hole. If it doesn't go ahead, we'll plant a tree. We'll fill it back up. It'll be fine. But don't go ahead in opposition of your promises to listen and then act, and just act. So will you commit to that tonight? Dig the hole and stop. And then set up public consultation. Bring out the studies. Hear from residents. Show your studies. I think the next step is the deposition of the petition. We want to be able to go through it in detail. I agree. We haven't met with all the residents, but that's what a petition does. And the fact that you got this out the next month after, it does have an impact. It does allow us to say we can do a better step forward. It's important that residents understand that a petition isn't legally binding in this situation, but we want to encourage people to sign the next petition, knowing that their voices will be heard through a collective action, and a petition and it is important. I also want to note that a lot of your petition is digital, but I know that you collected it door to door. I just wanted to note that for residents in the future, that a handwritten, signed petition is often viewed more substantially. But in the case, you did the exact same steps. You went door to door. You had a QR code, from my understanding, on your petition, and most people signed it online. That point was made to this council. It is heard, and I would appreciate, because this will be the last question, that whether you are the person who started the petition or not, that you can deposit at the end of this question with the greffière here, so that everyone here on council can receive it. And our intention is to respond as quickly as possible after we've read through it in detail. Thank you so much for taking the time to do this. As my colleague mentioned, we're data-driven and we're learning from this experience. Thank you so much. Thanks. I look forward to next council meeting where we hear about what actionable steps you'll take in regard to the petition and honoring your promises. I deposited the petition this evening with this lovely lady. It's received, confirmé. So it's been received, and we also added another petition handwritten for a public consultation officially to open up the dossier. Thank you so much. Thanks for clarifying. Have a good evening. That's the end of the oral and written question period. Do we go on break now, or? So I need a proposer and an appuyeur. Then we'll go on break for 5 minutes. Then we come back for the very exciting question period of councillors. Proposer? I'm going to say Alex proposed and Melanie supported. Thank you so much. Seeing you in 5 minutes.
Merci beaucoup pour votre patience. Pour ceux et celles qui sont en arrière, s'il vous plaît, si vous voulez avoir votre conversation, gardez vos voix un peu bas. Et bien sûr, vous pouvez aller juste à l'extérieur de la salle pour continuer à voix haute. Merci encore. On va passer au 10.08, période de questions des membres du Conseil. C'est 15 minutes pour l'ensemble de la période de questions. Je sais qu'on a eu la question la dernière fois. Il n'y a pas de prolongement possible pour cette période de questions, que le 15 minutes dédiées à cette période-là. Donc, est-ce qu'on a des questions, commentaires des membres du Conseil? Émilie, j'ai vu votre main en premier. Vas-y. OK. Bien, de toute façon, je pense que je ne serai pas la seule à en avoir. Et donc, je pense que notre souhait à Peter et moi serait de se partager le temps à peu près équitablement pour qu'on puisse avoir chacun l'occasion de poser nos questions. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Vous posez votre question, vous prenez le temps que vous voulez. Il n'y a pas de limite sur votre période de questions. Vous ne pouvez pas décider de partager le temps. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde sur le conseil a l'opportunité de donner une question. Oui, parfait. OK, très bien. En fait, j'avais prévu poser une question et j'ai eu la surprise d'avoir par avance la réponse à ma question par le biais d'une réponse qui a été donnée à une citoyenne. J'étais d'autant plus étonnée que c'est une question que je souhaitais poser ce soir parce que je l'ai déjà posée dans des interactions avec des élus et membres du cabinet. Donc, ma question portait sur le statut du projet du corridor de mobilité sécuritaire sur Darlington-Wilderton. Et je fais exprès de dire corridor de mobilité sécuritaire et non pas piste cyclable parce que le projet qui était envisagé sur ce corridor-là était vraiment de sécuriser les déplacements pour les usagers les plus vulnérables, donc à la fois les piétons et les cyclistes, sur une portion des rues de notre arrondissement et de mon district qui sont reconnues comme les plus accidentogènes dans l'arrondissement. Donc, il y avait un projet de piste cyclable, mais de sécurisation de l'ensemble des déplacements avec élargissement des trottoirs, saillies qui permettaient de réduire la largeur de la traverse qui était envisagée dans la précédente administration. Et je n'avais pas eu de nouvelles à savoir si ce projet-là était maintenu. Donc, j'avais posé la question à l'interne entre nous et je n'avais pas eu de réponse. Mais donc, j'ai compris ce soir, au détour d'une réponse à une citoyenne qui m'avait également interpellée, que le plan est sur la glace. Alors, je voudrais comprendre exactement si c'est la piste cyclable qui est abandonnée ou si c'est la sécurisation de l'ensemble du secteur de Darlington et Wilderton avec les agrandissements de trottoirs, les rétrécissements des traverses piétonnes pour que ce soit sécuritaire, notamment pour les usagers les plus jeunes qui fréquentent les garderies, qui se déplacent pour aller à l'école. Donc, je voudrais savoir exactement quel est le plan en matière d'aménagement urbain sécuritaire pour les déplacements dans ce secteur-là. Et je vais ajouter en petit élément supplémentaire à ma question que si on abandonnait la piste cyclable, ce qui, je pense, est effectivement votre intention, on irait à l'encontre de la majorité des répondants du sondage de la presse aujourd'hui qui, à 53 %, souhaitent qu'il y ait plus de pistes cyclables à Montréal. C'est quand même un hasard du calendrier que la presse a décidé de sonder aujourd'hui, mais le résultat est bien, en date de ce soir, 53 % des répondants à la presse, pas sur un mur Facebook ou une page d'allumé du vélo, là, mais sur le site de la presse, il y a bien 53 % des répondants au sondage qui souhaitent plus de pistes cyclables. Donc, j'ajoute ça et on aura le plaisir, en plus, tout à l'heure, de voter en faveur en tout cas, je voterai, moi, en faveur d'un financement pour Cyclo Nord-Sud qui permet à des jeunes de Côte-des-Neiges d'avoir des vélos. Et donc, ce serait bien qu'ils aient, en plus des vélos, les aménagements pour circuler en sécurité. Voilà ma question. Et est-ce que c'est posé à moi? Oui. Merci. Donc, premièrement, une pétition ou un sondage fait sur l'entièreté de toute Montréal n'est pas la même chose que quelque chose fait pour les personnes qui sont impactées par les aménagements. Il n'y a jamais eu un sondage ni une conversation avec les résidents du secteur à propos de ces pistes cyclables. Il y avait même
des citoyens qui sont venus durant le dernier mandat pour savoir est-ce que Projet Montréal ont l'intention de faire cette piste ou cet aménagement sécuritaire sur Darlington et Walderton. Et ça a suscité des réponses de votre part, de Projet Montréal, de la mairesse antécédente et la représentante qui a perdu à Loyola, qui rigolait en disant « c'est farfelu de mettre une piste cyclable sur Darlington et Walderton parce qu'on ne peut pas l'utiliser à tout temps. » Et même la conseillère avant de Loyola disait qu'elle faisait du luge sur Walderton parce que la pente est si élevée. M. McQueen rit parce qu'il se souvient de ce moment-là. Et donc, de rentrer en pouvoir et de voir que Projet Montréal a déjà mis à l'intérieur des propositions l'aménagement de Darlington et Walderton sans faire une consultation ni une discussion avec les communautés qui sont impactées et que vous dites que ça va à la rencontre, que ça va au contraire de ce que les résidents veulent et vous citez un sondage de la presse pour mettre la pression sur nous d'accepter un projet qui a aucune acceptabilité sociale. So I'm just going to say it clear because I think this question is being asked in order to be clipped. So I'll use it too. Never will I put a bike path on Walderton and Darlington, and Projet Montréal had it in the books to put it in during the last election. Madame la représentante de Côte-des-Neiges, as-tu une autre question? Je ne vois pas le chronomètre. On va commencer à 10h07. Il nous reste 14 minutes. 14 minutes. OK. Ben... Une autre question sur ce même sujet. Je vais aller à un autre collègue pour qu'il puisse poser une question. Oui, non, mais très bien. Oui, je vais juste demander une précision. Ma question, je vais la redire. C'était de savoir si l'ensemble des aménagements sécuritaires qui étaient prévus est abandonné. Là, j'ai compris que la piste cyclable, c'est très clair et parfaitement clippable. Merci. Mais est-ce que l'ensemble des aménagements sécuritaires, les saillies de trottoirs qui permettent les traverses plus sécuritaires, les trottoirs élargis pour permettre aux jeunes piétons qui se rendent à l'école de circuler en sécurité, est-ce que tout ça est remis en cause ou uniquement la piste cyclable? Merci pour la question. On va reviser le plan avec le SUM. On est déjà en effet avec ça. Ça ne veut pas dire que les améliorations en sécurité disparaissent, mais bien sûr doivent arriver avec la nouvelle direction de l'administration pour être certain que on ne va pas faire un saillie qui était supposé d'avoir un passage pour un cycliste si on n'a pas de cyclistes qui vont passer par là. Donc, c'est juste cohérent. Il y avait aussi une refonte faite l'année dernière sur le système d'autobus, l'STM. Et ça aussi, on a appris après qu'on a rentré en pouvoir, parce que la dernière administration a décidé de ne pas inclure le conseiller de Darlington, la conseillère de Darlington, ni le conseiller du SNO à l'intérieur de cette refonte-là. Et l'année prochaine, on va faire NDG. Donc, c'est important de savoir qu'on peut faire des choses mieux en incluant les personnes qui sont représentants de ce quartier-là. Et donc, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on va améliorer et mettre un emphase sur des coins dans le secteur comme Eckers, puis Devimy? Oui, on va mettre l'emphase sur ça parce que c'est juste à côté de l'école. Quand on parle d'un problème qui passe depuis longtemps sur Walderton et Eckers, on va être certain d'améliorer ce coin-là et pas apporter des changements qui ne sont pas appréciés ou voulus par les communautés qui sont impactées au quotidien dans ce coin-là. Et j'apprécie votre question, mais on va passer à un autre de nos collègues. Peter, vous avez votre deuxième... Oui. Votre prise de parole. Alors, ma première question, comme j'ai mentionné au début, est-ce que sur la rue Sherbrooke et les parcs sur les rues transversales, est-ce que l'arrondissement, en conjonction avec l'AMD, considérerait d'ajouter des bornes électriques pour recharger les autos électriques que les gens d'NDG veulent? But Peter, est-ce que tu as lu le document où est-ce que c'est clair et indiqué les bornes qu'on va ajouter? Est-ce que tu as lu les dernières pages du GDP? Oui, mais je me demandais s'il y avait encore plus. Non, le plan qui était proposé à l'intérieur inclut les propositions pour les bornes de changement qui vont être inclus à l'intérieur de ce projet spécifiquement, qui est l'intérieur du sujet de l'autorité
de mobilité durable. Donc, j'espère que ça répond à votre question, que le document qui était déposé, que vous avez voté contre la dernière fois et que votre collègue a voté pour, a toutes les informations nécessaires pour ce dossier-là. Et si vous avez des précisations sur des améliorations à apporter sur les bords de chargement, j'apprécierais si tu l'inclus dans le statutaire avec notre très capable responsable. Merci beaucoup. Parfait. La deuxième question, ça concerne les parcours. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, les parcomètres. J'en ai vu sur le plateau qui sont si jaunes. Ce n'est pas sur le même sujet, on va laisser nos autres collègues demander d'autres questions. C'est un peu la façon que j'essaie de gérer. S'ils n'ont pas de questions, bien sûr, on va passer à d'autres. Alex, est-ce que... Mélanie? Donc, j'avais juste une question, je m'excuse, mais c'est pour les services. Monsieur Plante, j'ai entendu que des stationnements, no parking signs were put on Westbury, on both sides of Westbury, between Plamondon and Vezina, and I couldn't find any work that was planned there. And the residents who asked the contremaître who are putting down those signs says that it's going to be there for 10 days, which would have some indication of that work being done, and that the sign on it was a company that would be registered with us in the travaux majeurs. So I was just wondering if you're aware of that, and if not, can we make a follow-up with the residents tomorrow? Thank you. Oui, bien écoutez, à première vue, non, je suis pas nécessairement au courant, puis c'est un peu normal, là, parce qu'on est dans ce début de la saison où les travaux, justement, là, débutent. Alors, on va vérifier demain. Ce qui peut arriver parfois, c'est que l'entreprise de signalisation va venir signaler un chantier, va venir installer sa signalisation. Normalement, les travaux doivent débuter le lendemain ou très rapidement. Parfois, ce qui arrive, c'est que pour une raison quelconque, les travaux n'ont pas débuté. Là, je comprends également qu'il n'y aurait pas eu d'avis, donc on pourra tout vérifier ça demain et vous revenir rapidement. Ça vous va? Merci beaucoup. C'était ma seule question. Je vais repasser ouvertement. Vas-y, Peter. Parfait. Alors, si le plan de mettre des parcomètres sur les rues transversales proches de Sherbrooke procède, il me semblerait que la chose que l'arrondissement pourrait faire pour aider les résidents, c'est laisser les gens qui achètent leur vignette estoire, et ça, c'est des revenus pour l'arrondissement aussi, alors c'est complètement justifié, se stationner dans les espaces de parcomètres. Et ce projet existe sur le plateau. J'ai vu ça. C'est des parcomètres en jaune. Quand on les voit, ils sont en jaune. J'ai vu ça à plusieurs places sur le plateau. Alors, je pense que c'est une idée très intéressante. Alors, est-ce qu'on commence à regarder cette idée? Oui, absolument. C'est quelque chose qui fonctionne dans quelques coins dans le plateau, donc c'est important qu'on puisse l'analyser. Mais il y a plusieurs secteurs dans notre arrondissement où est-ce qu'il y a une capacité possible à ajouter qui vient pas du résidentiel, mais c'est très délicat. Et je crois que les places à Montréal, où est-ce que c'est le mieux géré, je m'excuse, est-ce que tu as demandé ta question en anglais ou en français? Tu l'as demandé en français? OK, pardon. Ça va bien. Votre réponse va bien jusqu'à maintenant. I'm glad that, actually... You can say it in English too. It's okay. Les places à Montréal où est-ce que ça fonctionne le mieux, c'est où est-ce qu'on va à travers les STC et les associations de marchands de trouver quel type d'emplacement fonctionnerait le mieux. Et la tarification journalière sur les parcomètres jaunes, c'est très intéressant pour ce secteur-là et plusieurs d'autres dans le coin. Mais avant qu'on prenne un pas, on veut être bien informé par nos services. Et il y a d'autres couleurs aussi. Mais c'est vraiment au début où est-ce qu'on a vraiment juste des projets pilotes dans des coins et des secteurs où est-ce que cette idée était formulée comme solution spécifique à ce coin-là. Et au lieu d'être d'accord complètement avec toi en disant que la solution est quelque chose comme ça, je vais laisser les services toute la place nécessaire de créer quelque chose qui fonctionne le mieux. On avait le même problème sur Queen Mary dans les derniers mandats qu'on a mis des parcomètres sur Queen Mary et ça prenait une association des marchands pour être capable de donner l'accès à nos places qui sont disponibles souvent durant la journée pour les employés qui, sinon, n'ont pas de place à stationner. Merci de l'avoir soulevé et c'est déjà en discussion. Donc, si jamais on a besoin de votre aide pour explorer toutes les options, on pourrait vous inclure aussi. Parfait, merci.
Merci. Ça a commencé à 10h07, donc il nous reste 1 minute. Est-ce que quelqu'un a une question courte? Non. Non. Go ahead. Allô? OK. Vas-y. Je vais me permettre 1 minute de commentaire sur les bénéfices de la collaboration et du partage d'informations. Je suis ravie de savoir que l'intention est de travailler en collaboration, notamment sur les trajets de la STM. Et j'espère que ça se traduira dans une participation aux prochaines rencontres avec la STM, notamment quand il est question des trajets de bus dans le secteur du district de Côte-des-Neiges, ce qui n'a pas été le cas la dernière fois. Mais je compte bien qu'avec les intentions exprimées, vous allez pouvoir m'inviter. Les décisions étaient complètement prises dans la dernière administration, sans les conseillers d'opposition dans le dernier mandat. Je comprends vraiment mal votre question. C'est un peu comme vous allez retourner dans le temps, vous mettre dans la position de Magda et vous faire inclure dans un processus qui vous appartenait, mais vous n'avez pas inclus les conseillers dans l'opposition. It's really hard to follow when you're trying to make a point, and all the point is they changed all the routes in Côte-des-Neiges and they didn't include the local councillors because they were in the opposition. What's your point? Je parle d'une rencontre qui a eu lieu depuis que je suis élue avec vous. Donc, je parle vraiment pas du dernier mandat, je parle de maintenant. Et j'essaie de vraiment poser mes questions et d'adresser des sujets en prenant un angle de ce qui se passe maintenant, des décisions que vous prenez et de ce qui s'en vient vers le futur. Parce qu'effectivement, je n'étais pas assise dans ces chaises auparavant. Puis je concentre mon attention sur ce qui se passe maintenant et ce qu'on veut qu'il se passe dans le futur. Encore, quand les décisions ont été prises, ils ont été prises sans l'inclusion ou même à le mentionner au conseil local. Et tu parles d'une rencontre où est-ce qu'ils nous informaient pour la première fois, nous, l'administration au pouvoir. C'est une rencontre avec l'administration. On est responsable pour les décisions prises et pas vous qui sont de l'opposition. C'est pas une insulte. C'est juste, c'est pas votre place à être dans ces rencontres-là. Et c'était notre place en tant qu'élu à être dans les rencontres pour changer les lignes de bus dans notre district. Et quand on va le faire dans le district de Peter, on va certainement l'inclure. Parce que comment on devrait être des représentants du plus gros arrondissement sans être inclus dans les décisions qui impactent nos résidents? C'est dur à prendre les décisions. Et la confiance mal placée par la dernière administration d'avoir pris des décisions sans les conseillers locaux ne va pas faire suivi dans cette administration. Merci pour votre question. Merci. On va passer à l'ordre du jour. La section 12, c'est l'orientation, le 12.01. Approuver le dépôt de la demande de soutien financier dans le cadre du programme. Oh, pardon. J'ai sauté le 10.09, la correspondance, où est-ce qu'on n'en a pas? Il n'y en a pas ce soir. Merci beaucoup, Mme la greffière, comme toujours. 12.01, approuver le dépôt de la demande de soutien financier dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air pour le projet du pôle socio-sportif au parc de la Confédération. Confirmer l'engagement de l'arrondissement à payer sa part des coûts d'admission, coûts admissibles au projet et désigner M. Fimba Tankoano comme personne autorisée par l'arrondissement à agir à son nom et signer son nom tous les documents relatifs au projet. Proposé par Alex, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Alex, vas-y. Je ne vais pas passer à côté de cette occasion pour exprimer ma grande satisfaction à cette orientation, parce que ça reste ça pour l'instant, mais la vision est claire, l'objectif final est clair, c'est d'investir plus pour nos familles, pour nos enfants, à travers quelque chose qui peut paraître anodin, mais c'est leur capacité de se réunir pour faire du sport, pour pratiquer ces activités physiques. Et vraiment, peut-être parce que j'ai la chance d'être un papa de 2 garçons bien sportifs et d'être au cœur de ce genre d'activité dans notre quartier, je vois à quel point c'est plus important que de courir après un ballon ou de taper sur une rondelle en caoutchouc. C'est vraiment la construction du soi qu'on assiste devant nos yeux comme parents, et je trouve ça magnifique, c'est vraiment un privilège. Certains ne peuvent pas vivre ça. Et je pense que nous, comme communauté, quand on dit qu'il faut investir dans le futur, ben ça, c'est de cette façon-là aussi. On fait des adultes responsables, résilients, qui ont confiance en eux, qui ont confiance les uns envers les autres. Et je trouve ça vraiment magnifique de le faire. Ça rend nos communautés plus fortes. Et je pense que, malheureusement, ça a été toujours très difficile de prioriser ce genre d'investissement, surtout quand on le compare avec d'autres besoins tellement criants dans nos communautés.
Et je pense que l'orientation, l'engagement de notre mairesse, Madame Soraya, et nous-mêmes ici avec Stéphanie, la construction du centre sportif à Côte-des-Neiges, NDG, le 50 millions qu'on est allé chercher, c'est aussi notre focus de cette équipe-là de faire arriver, d'exécuter des projets qui ont un impact réel dans la vie de nos familles. Et je suis très content de pouvoir enfin aussi continuer à confirmer le sens dans lequel on va pour nos familles de sportifs. Donc voilà, j'ai très hâte aux prochaines annonces. Puis bonne chance, Fimba, pour aller chercher tout l'argent qu'il faut. Puis tu sais que tu auras un allié avec moi, là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller de Loyola. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Passé unanime, adopté. 20.01, accorder à la firme Biotech Forestry Inc. un contrat pour les travaux d'assouchement. Autoriser une dépense à cette fin de 141 292 $ et 78 sous. Pardon. Proposé par moi-même, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'on a des commentaires? Non. Assouchement, merci beaucoup. Passe adopté à l'unanime. 20.02, accorder un contrat à l'OBNL Rendez-vous NDG de 181 000 170 et 59 sous pour la réalisation d'un projet d'offre alimentaire de café-terrasse et d'animation au parc Notre-Dame-de-Grâce pour la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 et autoriser à cette fin une dépense de 181 160 $ et 59 sous. Approuver le projet d'entente à cette fin. Proposé par Alex, appuyé par Sonny. Moi-même, est-ce qu'on a des commentaires? Peter? Apparemment, juste des yeux. Juste, il n'y a pas de déclaration d'intérêt. C'est pas, vous avez des par la passée? You don't have to answer that. C'est tout. Je veux... OK. OK, c'est correct. You don't have to explain it. He's completely being inappropriate. Do you have any questions or comments? No. Thank you. Adopted unanimously. 20.03, accorder à la firme Arboriculture de Beauce Incorporée le renouvellement d'un contrat pour les services d'élagage et d'abattage de 600 arbres publics sur le réseau électrique d'Hydro-Québec et autoriser une dépense à cette fin de 440 384 $ et 12 sous, proposé par Mélanie, appuyé par moi-même. Est-ce qu'on a des commentaires? Questions? Non? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 20.04, autoriser la cession de 5 contrats de services professionnels intervenus entre la firme Affleck de la Riva 5 en faveur de la nouvelle firme Studio Affleck de la Riva Inc. Pour le reste des ententes, selon les mêmes conditions des différents contrats, approuver le projet des conventions à cet effet, proposé par moi-même, appuyé par Alex. Est-ce qu'on a des commentaires? Questions? Non. Merci beaucoup. Regardez le GDD plus en détail si vous avez des questions à propos de cela. C'est très clair. Adopté à l'unanimité. 20.05, autoriser une dépense additionnelle de 332 953 $ et 73 sous pour l'ajustement des honoraires de services professionnels en lien avec le projet d'arrondissement, de réaménagement et de rénovation du chalet du parc Loyola à la firme Studio Affleck de la Riva Inc., majorant ainsi le montant de la dépense autorisée de 391 604,85 $ à 724 558 $ et 58 sous, proposé par le Conseil de Loyola Alex, puis appuyé par moi-même. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Non, c'est bon. On va adopter à l'unanimité. Oui, j'ai un Une commentaire. question avant l'adoption par M. McQueen. Oui. Yeah, it's not a question. I just wanted to thank Brian Connolly and Christine Venn for being in the hall here. I know that the organization you represent does a lot of great work in NDG, and hopefully this project, the enlargement of the chalet and its renovation, will add to the good works you're already doing. So thank you. Merci. Je suis très fier aussi d'avoir part à ce projet-là. C'était une décision par cette administration d'écouter le communautaire et de bien agrandir le chalet tel qu'il était proposé. Ça nous appartenait. On va continuer avec cette promesse-là parce que l'organisation est à la hauteur de nos expectations et l'utilisation de cet espace-là peut encore être maximée, ce qu'on a considéré. C'est la raison qu'il y a un ajout aussi. Adopté à l'unanimité, Peter?
Parfait, merci. Et merci pour les commentaires. 20.06. Approuver une entente de commandite distincte avec l'OBNL Rendez-vous NDG pour la mise en valeur du projet d'offres alimentaires de café terrasse et d'animation au parc Notre-Dame-de-Grâce pour la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 et approuver l'entente à cette fin proposée par moi-même, appuyée par Alex. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Not this J'aimerais time, ajouter Peter? mon nom en appui, s'il vous plaît. Parfait. On va ajouter son nom en tant qu'appuyeur. Merci, Madame la greffière. Adopté à l'unanimité. 20.07. Accorder une contribution financière de 68 233 à Cyclone Nord-Sud pour la réalisation du projet Vélorution Côte-des-Neiges NDG pour la saison 2026 et approuver le projet de convention à cette fin, proposé par Alex, appuyé par Émilie. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Commentaire, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais déjà souligner la présence d'un représentant de Cyclone Nord-Sud ici avec nous, même en cette heure tardive, pour souligner ce financement. C'est un financement qui est du même ordre de grandeur que celui qui était alloué dans les années précédentes à Cyclone Nord-Sud. Donc, je suis très contente de voir que le projet est non seulement est maintenu à la même hauteur et ça va permettre donc à des jeunes et moins jeunes de Côte-des-Neiges de pouvoir découvrir les joies du déplacement à vélo. C'est non seulement une forme de mobilité douce, active, mais c'est aussi pour nos jeunes une façon de gagner en indépendance dans leur déplacement et ça permet un peu de répit aussi aux parents qui n'ont pas à conduire leurs enfants en voiture à leurs activités, mais peuvent laisser leurs enfants se rendre eux-mêmes. Donc, je pense que ça a beaucoup de bénéfices environnementaux, mais aussi sociaux que de favoriser les déplacements à vélo. Et je suis très contente que cette association avec Cyclone Nord-Sud se poursuive. Merci. Je vais me porter aussi une attention sur les spécifiques de ce dossier-là. J'apprécie que Vélorution va faire du détail dans mon secteur à Snowden cette fois-ci, sur une piste souvent pas assez exploitée sur de la savane et parmi d'autres qui ont été installés récemment. Et c'est aussi un coin qui souvent est oublié dans nos investissements parce qu'il déborde le 40 et le 15 et Ville-Mont-Royal qui a malheureusement très peu de pistes cyclables. Et avec ces intrusions physiques, c'est souvent difficile à faire découvrir la ville. Mais la première étape, c'est découvrir ta bloc. Et si ce programme-là fait ça, ça donne en sport, we say it's all about, visualization. Tu veux être certain de savoir le parcours que tu vas passer à travers et c'est quoi les démarches. Et ce programme spécifiquement donne direct accès à des professionnels pour guider les nouveaux cyclistes à avoir plus de confiance dans leur première démarche à l'entour du bloc. Bon programme, merci. Et on va essayer de trouver d'autres opportunités à vous prévaloir dans le futur. Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. 20.08, accorder une contribution financière de 17 279,60 à Polyflora, coopérative de solidarité pour la poursuite de projets de protection des pollinisateurs sur le site de l'ancien hippodrome à partir de la date de signature de l'entente jusqu'au 31 décembre 2026 et approuver le projet de convention à cette fin. Proposé par moi-même, appuyé par Émilie. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Un petit commentaire rapide, encore une fois, pour souligner à quel point l'hippodrome, c'est un lieu d'expérimentation, d'innovation. On le verra sur le plan de l'immobilier, mais on n'a pas besoin d'attendre la construction pour voir tout ce qui se passe avec nos organismes communautaires locaux pour s'assurer que le site de l'hippodrome rende dès aujourd'hui des grands services à la communauté en matière de sécurité alimentaire. On a Inari, Multicaf qui sont sur site. Et puis, évidemment, l'initiative de Polyflora vient bonifier la capacité de l'hippodrome de tout de suite redonner aux résidents de Côte-des-Neiges
bénéfices tangibles de cet actif public qu'on a et qui nous appartient à tous et dont on est très heureux. Donc, bravo encore à Polyflora et aux personnes qui contribuent à faire de l'hippodrome un lieu d'innovation et d'innovation en matière de sécurité alimentaire. Voilà, merci. Merci. Merci en tant que conseiller pour ce district-là qui fait du bénévolat pratiquement à chaque été. Peut-être que je ne l'ai pas fait l'été passé. Mais c'est aussi un place où est-ce que tu peux faire de la découverte des nouveautés. Le mélilo, je l'ai découvert là-bas. C'est une plante sauvage à travers le Québec qui pousse et qui est un remplacement naturel pour la vanille. C'est quelque chose qui est extrêmement cher, pousse à grande échelle à l'hippodrome. Et dans le futur, on pourrait peut-être imaginer des couloirs avec du mélilo bien encouragé et une collecte pour toutes nos cuisines dans le futur. Donc, à chaque été, je vous encourage d'aller voir l'hippodrome. C'est juste derrière Thai Express. Et vous allez trouver leur entrée et souvent du personnel de Polyflora exactement là faire leur travail. Je vous encourage de le découvrir à votre temps ou à travers l'arrondissement et nos partenaires qui ont souvent du programmation qui sont invitants et inclusifs. C'est bon? Adopté à l'unanimité. 20.09, autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 2 770 $, proposé par moi-même, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Adopté à l'unanimité. Merci. On est au 30.01, modifier l'heure des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement à 18h30 à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre 2026, proposé par moi-même, appuyé par ma collègue Mélanie. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non? Donc, je vais le prendre moi-même. Donc, ça, c'est une décision qui m'appartient. C'est une décision qui ne change pas les régies internes, donc on n'a pas besoin de plusieurs lectures telles que l'autre a été proposé. Et c'est vrai, on va prendre ça très au léger, parce que l'intention, c'est juste de penser comme les autres. On va souvent trop long. En comparatif aux autres, c'est pratiquement 11 heures. Et ça serait une place de juste décaler 1 heure d'avance. Et pour moi, les seuls impacts que j'envisionne ou que je peux anticiper, c'est qu'il y aurait des personnes qui ne savaient pas, qui allaient rentrer dans la salle pour demander leurs questions alors qu'ils devraient si le conseil commençait à 19 heures. Et on aura un problème avec ça dans les premiers quelques mois. Et je vais être certain d'être le plus accommodant possible. Et ça, je le dis à voix haute à tout le monde. Si quelqu'un arrive et ne se sent pas bien pris en compte dans n'importe quelle façon, on va prendre en compte leurs expectations et on va être certain de we'll make sure to meet them there et aussi de changer les propositions pour que ça puisse changer. Et si ça prend un changement à la régie interne et il y aura un impact pour quelques mois avant qu'on le fasse, on va rechanger le processus si ça ne convient pas à tout le monde ou si on voit des impacts néfastes ou non voulus. Mais vraiment, juste être clair pour tout le monde que de commencer le conseil à 18h30, on peut le faire ici à Côte-des-Neiges et je crois que ça n'aura pas un impact sur les familles et les résidents qui veulent y participer. Et on va bien suivre les démarches pour que ça tombe et ça entame bien. Je crois que le changement va être bien reçu par les résidents après quelques mois. Ça va être très bien apprécié par les services et les élus. Mais je pense aussi l'habitude durant l'hiver aussi de commencer plus tôt. Ça va encourager plus de personnes à venir durant les mois hivernales. On verra tout ça parce que ça, c'est la première fois qu'on va changer ça à Côte-des-Neiges NDG. Merci pour cette opportunité d'expliquer ce changement-là. Je vais laisser la place à mes collègues s'ils ont des commentaires après avoir pris mon orientation. Merci beaucoup. Est-ce que c'est voté à l'unanimité? Merci. Adopté. On va passer au 30.02. Demander au comité exécutif d'autoriser la signature du protocole d'attente Agenda 2, modifiant l'entente convenue entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires municipales de l'Habitation en lien avec l'aide financière du programme Infrastructure Municipalité Amis des aînés, initialement dédié au projet de remplacement du monte-personnes au centre Monkland et transféré au projet
d'aménagement d'un aire d'entraînement extérieur au parc Loyola et autoriser la mairesse de Montréal à signer l'addenda 2, proposé par mon collègue Alex et appuyé par ma collègue Mélanie. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires? Non? Adopté à l'unanimité. Oh, pardon, est-ce que tu voulais intervenir? Non, ça va. 30.0, adopté, Madame la greffière, à l'unanimité. Merci. 30.03, autoriser le règlement hors cours pour la somme de 18 044,95 en capital, intérêt et frais à la suite de la demande reconventionnelle par les constructions Lavalcon Inc. et à l'encontre de la Ville de Montréal. Rédiger les livres de la Ville, la somme totale de 6 100,61 en capital et tout seul dû. Proposé par moi-même, appuyé par mon collègue Alex. Est-ce qu'on a des questions? Commentaires? Non? OK, on passe aux sections 40, réglementation. Le 40.01, approuver une entente de commandite distincte avec l'OBN Rendez-vous NDG pour la mise en valeur du projet d'offre alimentaire de café, terrasse et d'animation au parc. Excusez, M. Morose, je pense que ce n'est pas le bon libellé que vous avez pour le 40.01. Oh my God, j'ai relu le 20. Désolé et merci pour toute la valeur ajoutée au Conseil et à l'arrondissement qui vous a apporté. C'est pas qu'elle suit, c'est qu'elle elle connaît. Elle connaît. Merci encore. Le 40.02, oui? 01. Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le Conseil d'arrondissement du 13 avril 2026 », joint au sommaire décisionnel et édicter les ordonnances requises. Proposé par ma collègue Mélanie, appuyé par Alex. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Il y en a beaucoup sur la liste. Je vous encourage de regarder, mais dans quelques jours, ils vont être mis en ligne aussi. Où est-ce que vous pouvez regarder sur les événements? Adopté à l'unanimité. 40.02, désigner comme rue piéton et place publique les rues suivantes. Avenue Royal, située entre la rue Sherbrooke et le chemin de Côte-Saint-Antoine. Avenue Madison, située entre la rue Sherbrooke et l'avenue Notre-Dame-de-Grâce, de façon temporaire et à compter du 1er juin jusqu'au 31 octobre 2026. Autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de mobilier, de détente et d'équipements d'embellissement et d'édicter les ordonnances liées. Proposé par moi-même, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non? Merci. Adopté à l'unanimité. 40.03, un de mes préférés. Édicter les ordonnances pour permettre la vente des fruits et légumes dans les parcs Georges Saint-Pierre et Herbert Outerbridge pour le marché Bonne Bouffe NDG du dépôt Centre communautaire d'alimentation et sur la place Darlington, dans le parc de la Savane, dans le parc Nelson Mandela, par les marchés sociaux nomades de la cafétéria communautaire Multicaf entre le 12 juin et le 30 octobre, proposé par ma collègue Mélanie, appuyé par mon collègue Alex. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non? C'est le préféré de tous. Oui? OK. Adopté à l'unanimité. 40.04, édicter une ordonnance autorisant le virage à gauche des autobus à partir de l'approche est de l'intersection des avenues Van Horn et Linton, proposé par ma collègue Mélanie et appuyé par moi-même. Est-ce qu'on a des questions, commentaires au 40.04? Non, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 40.05, adopté tel que soumis une résolution approuvant le projet particulier PP 651 visant à autoriser l'agrandissement de la mezzanine et l'aménagement de salles d'enseignement pour le local commercial situé au 5223 boulevard des Carrés. C'est juste en face. Proposé par moi-même, appuyé par Mélanie. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non. Si vous me permettez, très brièvement, c'est dans mon coin. Piano Vertu est juste en face, puis leur salle de présentation est maintenant dans le théâtre Snowden. Et même si on n'avait pas l'intention au début d'être l'autre de ce produit à cette installation-là, ça rapporte un peu l'utilisation du théâtre Snowden, pas dans la même capacité, mais j'apprécie que les services ont compris la direction de cette demande et qui ont vraiment fait un suivi aussi avec les résidents et les propriétaires de cet édifice-là pour les accommoder et vraiment améliorer la situation pour eux quand ils ont des
des présentations. So they have piano recitals downstairs, people live upstairs, and the changes actually makes it better for people upstairs and downstairs. Great job, services. Merci beaucoup. Et j'espère bien que vous pouvez trouver un temps d'assister à une performance des élèves qui participent au piano Vertu. Ils sont incroyables, internationalement reconnus. Et j'espère que cet espace-là leur donne plus d'espace à faire encore plus pour leurs élèves. Merci. Adopté à l'unanimité. 40.06. Adopté tel que soumis le règlement d'emprunt autorisant le financement de 7 645 000 $ pour la réalisation de travaux et de réflexion et de protection d'immeubles, ainsi que pour l'acquisition d'équipements sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, proposé par moi-même, appuyé par mon collègue Alex. Est-ce qu'on a des commentaires? Questions? 40.06. Non? Parfait. C'est juste un emprunt, mais c'est important. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 40.07, c'est juste un avis de motion, donc pas de commentaire ni de vote pour celle-là. Je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement sur la régie interne du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup. Pas de commentaire non plus. 40.08, accorder une dérogation mineure au verdissement de la cour avant et à l'aménagement des unités de stationnement pour vélos afin de permettre un accès universel à logement situé au rendez-vous et l'aménagement des unités de stationnement pour vélos uniquement à l'extérieur pour les bâtiments résidentiels à construire de 3 étages implémentés en mode jumelé situés au 5212 à 5214 et au 5222 avenue Walkley, proposé par mon collègue Alex et je suis l'appuyeur. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires? Moi, s'il vous plaît, Alex? Monsieur le maire suppléant. En fait, ce projet, il me touche tout particulièrement parce qu'il touche de très près ma communauté à Loyola. Et je veux dire un peu quelque chose pourquoi de manière plus large, ça nous touche nous, surtout notre nouvelle administration. Beaucoup d'entre nous, je me suis rendu compte, sont engagés dans cette nouvelle carrière d'être élus, d'être conseillers de ville pour essayer de changer le monde autour d'eux, essayer de prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Puis on dit souvent qu'on juge une civilisation pas avec ce qu'elle fait de plus cher ou de plus clinquant, mais plutôt comment on s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin. Et des logements sociaux dans notre quartier, croyez-moi qu'il y a 18 familles qui vont pouvoir en bénéficier, puis ça change la vie de 18 personnes, 18 familles et bien plus. Et je pense que une des raisons pour lesquelles notre administration s'est engagée en politique, c'est vraiment d'essayer de corriger quelque chose qui, pendant les dernières années, nous a vraiment affligés. Cette situation insoutenable où on voit de plus en plus de gens qui souffrent, qui ont du mal à payer leur loyer. Malheureusement, ceux qui se font évincer, qui finissent trop souvent dans la rue. Il faut que ça cesse. Et ce genre de projet-là, en même temps qu'on travaille sur les grandes politiques à haut niveau, puis penser 20 ans plus loin, puis on aura 30%, 20% de logements hors marché, c'est dans le détail du terrain qu'on arrive aussi à régler et des problèmes, des situations qui étaient coincées depuis des dizaines d'années. Et c'est en se mêlant vraiment du petit détail, parce que là, vous lisez le sommaire décisionnel, vous voyez, dérogation mineure, verdissement, mais c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est nous, notre administration, avec les services, qui avons réussi à débloquer une situation, débloquer cette situation-là, en trouvant des solutions innovantes, en voyant dans le règlement qu'est-ce qui pouvait être fait, en négociant, en trouvant des accommodements, et qui, au bout du compte, vont permettre à 18 familles d'avoir un toit sur leur tête dans notre quartier. Donc j'en suis extrêmement fier, et ça vient mettre en lumière notre nouvelle approche, qui est d'agir sur le terrain pour régler vraiment des problèmes, et pas seulement avoir des vœux pieux dans l'air, qui finalement ne se traduisent pas par de vrais impacts pour nos familles qui en ont le plus besoin. Donc c'est pour ça que j'en suis extrêmement fier aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Merci, Alex. Et adopté à l'unanimité. Maintenant, au 60.01, je dépose les rapports faisant état de décisions prises par tout le personnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur ont été délégués, ainsi que les rapports de toutes les dépenses du mois de février 2026. Pas de commentaires? Mais est-ce qu'on a des commentaires? Non. C'est un dépôt, donc rien d'autre. On passe maintenant aux dernières sections, qui est nos avis de motion des conseillers.
On a le 65.01, motion non partisane d'appui au mouvement national, le communautaire à bout, et je vais laisser le proposeur l'introduire. Merci. On a travaillé collectivement jusqu'à les dernières minutes pour pouvoir proposer une motion qui recevrait aussi l'assentiment de l'administration, de sorte qu'on puisse la proposer à l'unanimité. Et Peter et moi, on est instigateurs de cette motion, mais on est vraiment contents de pouvoir la proposer à l'unanimité pour envoyer un message fort au milieu communautaire que leurs revendications, elles sont justifiées, elles sont valides et qu'on les soutient, non seulement en reconnaissant la valeur de ce qu'ils apportent à notre communauté à Côte-des-Neiges NDG, mais pas seulement en leur donnant une petite tape derrière l'épaule, en les remerciant, en allant leur serrer la main, mais en soutenant leurs revendications, en reconnaissant la validité de ces revendications auprès du gouvernement du Québec. En ce moment, le milieu communautaire souffre d'un manque énorme de financement, et non seulement en termes de dollars en valeur absolue, mais en termes de prévisibilité, ce qui ne leur permet pas de pérenniser leur action, ce qui rend très difficile le maintien de leurs ressources et la prévision, la projection des services qu'ils pourront apporter à nos communautés. Il faut savoir que le milieu communautaire, c'est pas uniquement des gens qui sont là pour faire des petits plus qui rendent la vie plus agréable. C'est des gens qui apportent des services essentiels, c'est des piliers de nos communautés, que ce soit dans l'aide aux devoirs, que ce soit dans les visites chez les personnes aînées, que ce soit dans des activités de découverte culturelle pour nos jeunes, des activités sportives pour nos jeunes, qui gardent nos jeunes bien occupés et occupés à des activités constructives, que ce soit de l'appui aux nouveaux arrivants, un appui qui peut être à la fois matériel, psychologique et social. C'est des gens qui rendent des services énormes à nos communautés et sans lesquels, on le voit bien d'ailleurs quand ils font la grève, sans lesquels nos communautés et nos voisins, les résidents de Côte-des-Neiges NDG vivraient dans des situations de précarité beaucoup plus grandes. Alors, je pense que c'était grand temps qu'on se rende compte du caractère essentiel de leur contribution, qu'on la rétribue à sa juste valeur et qu'on leur donne à la fois les ressources et la prévisibilité de ces ressources-là dont ils ont besoin pour continuer d'apporter leurs services précieux à notre communauté. Donc, la motion qu'on a proposée, elle vise essentiellement à soutenir le mouvement Le communautaire à bout et en ce sens, on n'est pas les seuls. Hein. On pense même à la mairesse de Longueuil qui a été l'une des premières du palier municipal à s'associer à ces demandes-là. Et donc, je pense que c'est tout à fait dans le rôle des municipalités, que ce soit les arrondissements ou la ville-centre à Montréal, de soutenir un milieu qui rend des services de première ligne à nos citoyens et on est les mieux placés comme gouvernement de proximité pour le constater au quotidien. Donc, je suis très contente que cette motion-là, on puisse la déposer aujourd'hui, on puisse la déposer et obtenir l'appui de nos collègues et donc en faire une vraie motion transpartisane pour souligner la valeur et le mérite et la justesse de leurs revendications auprès du gouvernement de Québec. Merci, Madame la conseillère. Sur notre point, j'aimerais parler sur le principal tel qu'il était amendé. On a eu quelques va-et-vient. Je crois, à la dernière minute, on a trouvé la façon de le faire. J'apprécie votre ouverture aussi d'avoir ces discussions le lundi. Des fois, c'est difficile de trouver le temps de le faire, mais on a réussi. Et je pense que ça commence toujours avec une discussion de regarder tes intentions et d'être certain d'expliquer les nôtres pour trouver la place où est-ce que ça bloque et de trouver une solution. Et je pense qu'on a montré qu'on peut trouver des solutions quand l'intention est très claire et que nos valeurs sont complètement alliées. Parce que l'administration, de notre côté, on a entendu les préoccupations de la communauté à bout, puis leurs efforts à travers la ville. Le sous-financement chronique soumet les organisations communautaires à une pression croissante, année après année, qui doivent faire plus avec moins. Organizations are getting less and less from this provincial government, and they need
to have more predictability when it comes to their financing. I think that's something that is very lacking, and that's why we wanted to make sure to be solidaires aux démarches des organisations communautaires afin qu'ils obtiennent le financement nécessaire pour accomplir leur mission. C'est essentiel qu'on puisse faire ça. C'est aussi en lien avec d'autres motions qu'on a supportées et même déposées dans le passé, dans le dernier Conseil, et être dans l'administration responsable à Côte-des-Neiges NDG. Nous reconnaissons leur rôle aussi, tel que l'opposition, ainsi que l'importance d'un financement stable, prévisible et suffisant. Parce que malheureusement, tel que plusieurs de nos questions ont montré aujourd'hui, on a des besoins croissants dans notre communauté et c'est pourquoi nous allons voter en faveur de la motion telle qu'amendée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? S'il n'y a pas d'autres prises de parole, j'apprécie votre patience sur ce point et les résidents et adopté à l'unanimité. Excusez-moi. Je m'excuse. Oh. C'est juste pour la procédure. Dans le fond, je comprends que la motion initiale était proposée par Mme Brière et appuyée par M. McQueen. Oui, merci, Mme la greffière. Et donc, l'amendement est adopté à l'unanimité, proposé par Mme Brière, appuyé par M. Morose. Oui. Non, proposé par Mme Brière et M. Morose et appuyé par tous les autres conseillers. C'est bien ça? Je vais la laisser proposer tout seul. Parfait. Et vous appuyez avec les autres. C'est sa proposition. Je n'ai pas besoin de... Merci, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est gentil. Ça ne m'appartient pas, mais j'apprécie vos efforts aussi. C'est important de le noter. Et c'est souvent la seule place à le faire, malheureusement. C'est notre vie. Merci beaucoup, Mme la greffière, pour cette solution adoptée à l'unanimité. 65.02. C'est une motion, encore que j'ai fait référence durant mon introduction. Je suis le proposeur et donc je vais prendre un peu de temps. Je vais faire un peu en anglais aussi. À chaque année, aujourd'hui, c'est une journée de commémoration pour l'Holocauste de la communauté juive durant la Deuxième Guerre mondiale. Genocide was a word that was created to define what had happened to the Jewish community because we didn't have the proper terminology to define it before. It's something that was atrocious because of the dehumanization of an entire population. And frankly, the reason why we do it isn't because people are so offended by anti-Semitism. It's because they fear it's going to happen to them too. Because if an entire state can be mobilized to kill and exterminate another community, what's stopping them from continuing if they find other prejudices to base that justification off? And that's terrifying. Because before the modern state was created, we didn't have that capability as humans to destroy another population the way the genocide was attempted on the Jewish community during the Holocaust. And now we have more capabilities and more centralization and more technology and less information. And that's why I'm very proud that the Holocaust Museum plays such a large role in Montreal in educating and bringing people together, because the Jewish community is 2% of the population of Montreal. It's nothing. We represent part of your collective identity, part of our collective identity, because of the suffering that the survivors after the Holocaust brought to this area. They were we had the largest we had the city that accommodated the largest amount of survivors, and that came with a responsibility. And when we accommodated other survivor groups, like one of our residents mentioned, that it wasn't the first genocide of the 21st century, nor was it the last, but we bring special attention to it, and we say never again because of how vulnerable the Jewish community truly was in Europe in the 30s and 40s, and how they were blamed for something that they had nothing to do with. And there are other people that we do that with as well. J'aimerais juste finir pour remercier tous les efforts mis pour mettre en valeur cette journée-là. Aujourd'hui, on a continué la tradition à la Ville de Montréal d'avoir un moment solennel à l'Hôtel de Ville avec quelques élus et membres de la communauté pour allumer des bougies. Penser à la mémoire collective, mais souvent attribuée à des individus. Donc, on allume des lumières pour des individus qui sont décédés durant l'Holocauste.
et on parle un peu de leur histoire, on parle un peu de leur vie qui était arrêtée à 14 ans, à 12 ans, à 60 ans, à n'importe quel âge. La déhumanisation, it takes everything away from you. And je veux juste encore remercier cette opportunité de mettre l'emphase dessus, pas parce que je suis juif, mais parce que j'ai peur pour tout le monde qui ne comprenne pas, qu'on ne fait pas cette journée-là pour la communauté juive. On l'a fait pour tout le monde qui vient juste avant nous dans la liste de personnes qui seront attaquées, telles qui ont été attaquées dans l'Holocauste. Les Sinti, les Roms étaient exterminés. The LGBTQ community was attacked and vilified. But also think of the trade unionists. They were just people working on behalf of the collective good, and they were targeted as well. So don't think that you don't belong, if you don't belong to one of the groups that was given a star in order to identify themselves in public during the last Holocaust, during the Holocaust. But think about the people who don't know the color that their star will be. That's why it's important to commemorate today, and that's why it's important to say never again, because we don't know where this heinous anger and dehumanization will be pointed at next. Thank you so much. I'm going to allow my colleagues to speak as well. Thank you, Sonny, for that personal testimonial, and I'd like to add my name as an appuyeur for the motion. Merci beaucoup. Merci. Et je vais ajouter tout le monde en tant qu'appuyeur. Je sais que c'était Mélanie qui l'a appuyé au début, mais d'ajouter Alex aussi. Merci beaucoup. Et Émilie, oui, la graphière est bien mieux que mes explications. Elle fait le tout. Merci tout le monde de votre patience. Cela clôt notre ordre du jour. Et merci de votre patience et votre énergie ce soir. Bonne soirée.